Et l'avantage, c'est que dans le business comparé au sport, c'est qu'au sport, si t'es pas premier, on t'oublie. J'ai demandé à ma RH, on a dû avoir peut-être 100 CV, 80 CV d'hommes et tout le reste des femmes. Donc forcément la probabilité elle augmente et moi je suis pas forcément dans un critère de me dire ah bah tiens là je vais recruter un mec parce que je sais pas quoi, mais c'est vrai que mes équipes elles commencent à me le dire il est temps de recruter plus de garçons etc. Donc je vais y songer. Si j'ai un physique pas comme le tien, c'est peut-être que je me tue pas assez au sport. T'es plutôt mignon. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Tu nous dis quand tu rec ? Bon. Tu manges quoi ? Bon up. Bon allez c'est parti. Bon merci Eloy d'être venu. Bon dia mes amigos. Merci à toi de m'inviter ici pour ce podcast. Je tiens à préciser qu'Eloy était largement en avance et que pour une fois on s'est vu que 2 ou 3 fois. On s'est vu que 2 fois. Là c'est toi qui étais en retard aujourd'hui. C'est moi qui étais bien en retard aujourd'hui. Donc désolé pour ça. Merci de venir. Le nom du podcast c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. OK. L'idée c'est assez simple. On va commencer par te présenter toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, les projets que tu as en cours, etc. d'un point de vue professionnel. Et ensuite, on va remonter à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. C'est toi qui choisis. Okay. Et on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et moi, en tant que castor, je vais mettre des barrages qui vont être finalement les questions. Et on va essayer de comprendre un petit peu le cheminement qui a fait d'où t'es parti, où est-ce que tu en es aujourd'hui et quelle sera la suite pour toi. Vas-y. C'est parti, on démarre ? Ah bah on est déjà parti. Ok. Donc je te laisse d'abord te présenter avant de revenir à ton premier souvenir. Ok. Donc du coup moi c'est Eloy, j'ai 27 ans. Aujourd'hui je suis le directeur de Sunny Management. Donc pour la petite histoire, moi de base j'étais dans le sport de haut niveau, j'étais dans le judo. J'ai gagné 2 fois la Coupe de France de judo en 2011 et en 2016. Donc depuis que je suis petit, je baigne dans le sport de haut niveau. Ensuite, au bout d'un certain temps, en fait, le judo, c'est pas forcément un domaine qui rapporte de l'argent. Donc, je le faisais par passion. Sauf qu'arrivé à 19-20 ans, je voyais des amis qui commençaient à gagner un petit peu d'argent. Je voyais des amis qui commençaient à se lancer dans le business. Et du coup, j'ai un ami qui s'est lancé dans le mannequinat qui m'a dit, écoute, Eloy, ce qu'on gagne en un mois dans le judo, parce qu'on avait des bourses assez dérisoires, des petites bourses à 300, 400 euros. Ce qu'on gagne dans le judo, on peut le faire en 1-2 heures dans le mannequinat. Donc, essaye de te lancer là-dedans. Donc ensuite, j'ai eu cette opportunité de commencer le mannequinat. Ouais. J'ai commencé à avoir un petit peu de projets dans le mannequinat. Et ensuite, on m'a proposé de faire le concours Mister France. Donc ça a été assez drôle. Moi-même, de base, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans le sport à fond. Moi, mes parents, quand je leur ai dit que j'allais faire Mister France, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, mais attends, mais t'es sportif de haut niveau. Tu veux te lancer dans le mannequinat. Mister France, c'était carrément l'opposé du domaine dans lequel j'étais. Et finalement, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai eu la chance de gagner Mister Île-de-France. Ensuite, Mister France. Savoir que Mister France n'est pas du tout comme Miss France où tu as énormément de débouchés, etc. C'est plutôt... ça te permet de te faire un réseau. Ça te permet d'avoir quelques deals avec certaines marques, mais tu n'es pas suivi comme Miss France. Donc, grâce à ça, je me suis fait mon réseau. J'ai commencé à avoir un petit peu de monde sur mes réseaux sociaux. J'ai compris un petit peu le business model du marketing d'influence parce que moi-même, j'avais des campagnes sur les réseaux sociaux, mais j'étais pas forcément un influenceur avec une communauté très engagée. Ce que je faisais sur les réseaux sociaux, c'était pas forcément très passionnant. Je faisais plutôt le beau gosse sur les réseaux et c'est pas forcément ce qui marche. Enfin, j'avais pas une image forcément très très quali sur les réseaux, mais ça m'a quand même permis de comprendre le business model. Et en fait, à partir de là, je me suis dit bon, écoute, si moi j'arrive à me sortir des petites campagnes, à me gagner 1 000 euros, 1 500 euros par mois, juste en faisant quelques deals. Donc là, à cette époque-là, c'était en 2017. Donc j'avais 19 ans. Si j'arrive à me sortir quelques deals,
forcément, ce gars-là, lui, il doit en gagner peut-être 10 000, celle-ci, elle doit en gagner peut-être 50 000 par mois. Et sauf que je voyais qu'il y avait certaines failles dans la manière de gérer, parce que j'avais un pote à moi, je lui ai demandé, mais comment tu réponds à tes mails, etc. J'avais regardé un petit peu comment il répondait, j'ai vu que c'était catastrophique, et je voyais que ça manquait un petit peu de structure. Donc là, en fait, on était au début un petit peu du marketing d'influence sur Instagram, Facebook, etc. 2016, 2017, c'est l'époque où ça commençait vraiment, les campagnes arrivaient sur ces réseaux. Et donc là, en fait, j'ai pris ce levier-là, j'ai commencé à gérer un gars, ensuite j'ai commencé à gérer une autre personne, ça s'est bien passé. Petit à petit, je me suis entouré d'une équipe compétente, de personnes qui travaillaient dans le marketing. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que Sunny Management existe du coup. Ok, donc depuis, même avant, juste après 2017 alors. Tu l'as monté en 2019 officiellement, si ça fait 5 ans? Exactement, j'ai monté en 2019 l'agence. Au début, j'ai démarré en auto-entreprise et en 2019, j'ai créé Sunny du coup. Alors, j'ai mes questions, t'as tes réponses, t'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Bien sûr. Mais si tu veux bien, juste pour qu'on ait l'envers du décor, aujourd'hui, Sunny Management en 2024 ou sur 2023, on peut avoir une idée à peu près du chiffre d'affaires, des nombres de personnes que tu accompagnes et le nombre de personnes dans ta structure. Ok. Et accessoirement, ça je pense que je peux le dire, parce qu'en plus tu mets des stories sur ces sujets-là, t'as 400 mètres carrés à peu près, c'est ça, de bureaux dans la tour Montparnasse, c'est ça? Exactement. Très sympa d'ailleurs, si vous voulez aller voir. T'es venu à la soirée des 5 ans d'ailleurs. Ouais, exactement. C'était sympa. La semaine dernière, c'était très très sympa. Très quali surtout, c'est ça qui m'a marqué. Top. Donc du coup, nous aujourd'hui chez Sunny, on est 15 en France et on vient d'ouvrir une structure au Brésil où actuellement on est 4. Donc pour l'instant, le business au Brésil, on est en train de le développer. Donc là, vous êtes 19 au global? Exactement. Au Okay. global, on est 19. En te comptant toi? Non, sans me compter. Okay. Donc vous êtes 20 dans l'équipe. C'est ça, on est 20. T'as jamais levé de fonds, t'as tout fait de bootstrapper, t'as tout financé par toi-même? C'est ça. Alors moi, j'ai mis 10 000 euros de capital lorsque j'ai ouvert ma société. Okay. Et ensuite, tout s'est auto-financé. Okay. Et en fait, l'avantage au début, c'est que c'était un marché où il y avait plein d'opportunités, il n'y avait pas encore énormément de concurrence. Donc du coup, moi, ça m'a permis d'évoluer très rapidement. Donc pour te dire, dès la première année, on avait déjà fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, ouais. Et on n'était que 3 dans la société. Donc il y avait vraiment... Ça, c'était en 2019 ? Ça, c'était en 2019. Okay. Aujourd'hui, en 2023, on est à peu près à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Une vingtaine de personnes, un bureau à Paris, un bureau au Brésil. Ouais, c'est ça, à Florianopolis, une île au Brésil. Ouais. C'est sympa. Faudra que tu viennes d'ailleurs. Ouais, je viens cet été, mais tu m'as dit que tu n'étais pas là. C'est au mois d'août. Ouais. Tu m'as dit que tu revenais, mais on se refera un truc à ce moment-là. Tu t'es acheté en plus un appartement incroyable au Brésil. Un bel appartement. Si vous voulez aller voir, c'est un des réels qu'il y a sur ton compte Insta. C'est vrai, il est assez fou cet appartement. Donc aujourd'hui, 3 millions d'euros sur cette structure. Toi, Eloy, tu gères... T'as cette structure-là. Est-ce que tu as d'autres sujets à côté? Est-ce que tu as d'autres entreprises dans lesquelles tu aurais des parts? Est-ce que tu as monté d'autres structures? Est-ce que tu as des sujets d'investissement, bourse, etc. Placement immobilier, on l'a dit, tu as à minima ce bien-là au Brésil. Qu'on comprenne un petit peu tout ce que tu as en termes de patrimoine, que ce soit financier, etc., pour avoir une vue d'ensemble. Ok. Alors... Moi, sur ces 5 premières années de société, je me suis vraiment concentré sur la partie business. C'est vrai que c'est peut-être une erreur, mais je m'étais pas forcément concentré sur l'optimisation que je pouvais faire. Je me suis toujours dit, j'attends d'avoir mes 5 premiers bilans, 5 bilans giga positifs pour ensuite pouvoir commencer à optimiser. Parce que des fois, on a tendance à se concentrer beaucoup sur toute la partie optimisation, mais on oublie l'essentiel, c'est de se concentrer sur ce qu'on maîtrise. Et moi, ce que je maîtrise, c'est tout le marketing digital. Donc, je me suis concentré sur ça, sur ces 5 années. Et là, ça fait 1 an justement que j'ai commencé mes investissements. Avant ça, j'ai eu quelques autres sociétés où j'ai monté certaines marques avec certains amis, où j'ai essayé d'intégrer certains projets. Mais aujourd'hui, mon activité principale reste Sunny. Et là, ça fait 1 an que j'ai commencé à investir dans l'IMO, où justement, j'ai acheté un bel appartement à Florianopolis au Brésil. J'ai investi également dans 2 terrains à Florianopolis au Brésil. Et là, actuellement, je suis en train de chercher une belle opportunité avec toi justement sur Paris. Ouais, on en avait discuté. Ok, hyper intéressant pour la vue d'ensemble. On va pouvoir s'amuser parce que tu as eu X vies pour l'instant. Non, mais c'est vrai que c'est assez fou quand même. Et surtout, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as quasiment eu que des réussites. Et je serais curieux d'ailleurs à un moment donné que tu puisses nous partager un de tes échecs parce que c'est presque trop beau pour être vrai. Champion de France de judo, Mister France, entrepreneur qui a un succès quand même qui est non négligeable. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que tu peux revenir pour qu'on remonte tout ça et qu'on essaie de voir un petit peu comment ça s'est fait sur ton premier souvenir d'entrepreneur? Alors, si t'as une idée ou pas? Je peux en avoir une. Là, j'en ai pas une qui surgit
qui surgit Je comme peux te ça. donner des exemples si tu veux. Ça Dis-moi. peut être, tu vois, il y en a qui vendent des pulls quand ils avaient 10 ans. Il y en a, ils vendaient des cerises quand ils avaient 6 ans. Tu vois, ils allaient dans la rue, ils vendaient des cerises. Ça peut être ce genre de truc. Je sais pas ce que tu as fait à un moment donné, mais Alors moi, mon premier souvenir d'entrepreneuriat, ça a été vraiment l'époque Mister France, quand j'avais 19 ans, quand je me suis lancé dans le mannequinat. Avant ça, j'ai eu quelques petits jobs, mais je m'étais pas lancé avant dans l'entrepreneuriat. Moi, mes premières expériences d'entrepreneuriat, c'est vraiment Mister France, où j'ai commencé à moi-même être mon agent. Donc en fait, c'est vrai que, étant donné que j'avais pas forcément un accompagnement très complet au départ de Mister France, aujourd'hui ça a changé, c'est déjà beaucoup mieux. En fait, moi-même, je jouais mon propre agent et je négociais moi-même les deals avec les marques. Ça a été ma première expérience d'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est pas forcément très très intéressant, mais c'est celle-ci. si, bah, on va y venir. On va partir de ça. Juste avant, du coup, parce que c'est intéressant. Toi, t'es parisien de base. Ouais. Alors, t'es d'origine brésilienne. C'est ça. Ma mère est brésilienne, mon père est français. Ok, tu parles brésilien, tu parles français. Couramment. Fluente, meu amigo. Agora vamos falar só em português, então. Je parle que espagnol et anglais, mais donc tu parles couramment. D'ailleurs, Eloy, c'est marrant parce qu'il vous envoie un début d'un vocal sur deux. Il vous parle Ça, c'est brésilien. vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Et il vrai. vous dire Mao à chaque fois. C'est vrai. Irmão. Mais du coup, alors juste avant qu'on revienne, parce que j'aimerais bien parler quand même de cette aventure très rapidement, cette histoire de judo. En 2011, tu as donc 14 ans, 13 ans. C'est ça, 14 ans. 14 ans, tu deviens champion de France de judo. Première Coupe de France. Première Coupe de France. Première Coupe de France gagnée. Et donc, enfin, comment ça se passe? Tu t'es beaucoup entraîné. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, cet apprentissage de l'époque t'aide à avoir ce mental de combattant ou pas tant que ça? Et aujourd'hui, le judo, tu vois pas forcément l'impact du sport sur ce que tu fais aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a vraiment forgé, ça a été le sport de haut niveau. Okay. En fait, il faut savoir qu'entre 2011 et 2016, je n'ai pas gagné, je n'ai plus été premier sur une compétition. Et donc, en fait, c'est là où j'ai appris de mes 14 à mes 19 ans. J'ai eu énormément d'échecs. Et en fait, ce qui est dur, c'est que j'ai eu une première victoire en 2011. Et quand tu as une victoire, tu as l'impression que c'est bon, tu vas gagner toutes les années. Ouais. Tu as l'impression que tu vas être champion tout le temps. Et finalement, l'année d'après, j'ai perdu. Et en fait, quand tu t'entraînes toute une année ou quand tu travailles toute une année et que derrière, tu perds, ça te démotive complètement. Tu dis, bah, c'est bon, j'arrête. En fait, c'est la discipline qui m'a permis à chaque fois, mes entraîneurs, évidemment, tout un équilibre derrière, un équilibre personnel qui doit être, qui est très important. C'est important d'avoir un soutien émotionnel derrière. Mais en fait, chaque année, en fait, je recommençais. C'est-à-dire que j'avais un échec. Ensuite, une deuxième année consécutive, un autre échec. Une troisième année, j'arrivais peut-être troisième. Et en fait, chaque année, j'ai dû me remotiver dans l'objectif d'un jour regagner. En fait, une fois que j'ai regagné après 5 ans, j'étais convaincu qu'avec le travail, c'est certain, au bout d'un moment, on finit par être payé. Ouais. Donc en fait, la seule chose, c'est de ne pas abandonner, d'apprendre de ses échecs. Donc ça fait un peu ça fait un peu grande phrase, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de secret. C'est le travail qui nous amène au résultat. En effet, il y a le facteur chance aussi. Il y a un petit facteur chance qu'on provoque qui aurait pu me permettre de faire 2 années consécutives. Mais sur le long terme, si on veut avoir cette victoire, c'est par le travail qu'on y arrive. Et ensuite, avec ça, dès que j'ai vu que cette méthodologie fonctionnait, en fait, je l'ai reproduit dans le business. Et l'avantage, c'est que dans le business comparé au sport, c'est qu'au sport, si t'es pas premier, on t'oublie. Alors que dans le business, même si aujourd'hui, on va dire, aujourd'hui, je dois être dans le top 5 des agences de marketing d'influence, mais même si j'étais le 10e, je gagnerais quand même. Même si j'étais le 15e, je gagnerais quand même. Ouais. Et c'est ça qui est différent, c'est que moi, mon objectif, évidemment, c'est d'arriver le premier. Ouais. Mais même si on est 3e, 4e, 5e, on s'y retrouve. Et c'est ça qui est beau dans le business. C'est-à-dire que tu peux avoir ta victoire personnelle dans ce monde très compétitif. Donc tu veux dire que le sport, c'est presque plus exigeant que le business ? Je pense que c'est beaucoup plus exigeant, le sport de haut niveau. Ouais. Ah ouais, tu penses que c'est beaucoup plus dur de... Ouais, c'est vrai que j'avais jamais vu ce parallèle-là, mais finalement, t'es pas premier, on t'oublie. À la limite, t'es 2e à une Coupe du Monde de foot, on s'en souvient parce qu'on est frustré d'avoir perdu. Exactement. Mais sinon, on oublie toutes les autres... c'est compliqué. Et en termes de rémunération, quand t'as 19 ans et que t'es champion de France de judo, tu peux en vivre ou c'est pas possible ? Non. Ah, tu peux même pas en vivre ? Non, bah en fait, moi j'ai arrêté en junior, je suis pas passé en senior. Okay. C'est-à-dire qu'en junior, t'as à la limite quelques bourses, mais tu peux pas en vivre. T'as fait comment ça s'appelle ? Il y a un sujet là pour les sportifs de haut niveau en France. Il y a l'INSEP. L'INSEP, ouais. T'as fait ça ? l'INSEP, c'est ça. Moi j'ai fait quelques entraînements spécifiques, mais j'ai jamais été dans le groupe INSEP.
Parce que t'as pas voulu y aller ou parce que t'as pas été sélectionné? Non, parce qu'en fait, ça exige un certain niveau, une certaine régularité que je n'ai pas eu le temps d'atteindre. Qu'à 19 ans, j'ai arrêté, moi, le judo. Là, et aujourd'hui, je vois quelques stories, t'en fais de temps en temps quand même pour t'amuser, non? Aujourd'hui, j'en fais pour le plaisir de temps en temps. Je refais quelques compètes pour rigoler, mais j'ai plus du tout le même niveau qu'avant. Ok, t'es ceinture noire? Ceinture noire, ouais, depuis 15 ans. Okay. Depuis que t'as 15 ans? Ouais. Ok, et il y a quoi? Il y a des dan au judo comme au karaté ou... Ouais, c'est ça, en fait. Une fois que t'atteins la ceinture noire, tu peux passer des dan, c'est certains niveaux, etc. Tu t'es arrêté... Moi, je me suis arrêté au premier dan, du coup, qui est la ceinture noire. Ok, intéressant. Donc 15 ans, ceinture noire de judo. T'as fait quoi comme cursus scolaire? On peut en parler rapidement. T'as fait un bac... Ouais, du coup, moi, j'ai fait un bac S, donc spé-mat. Ensuite, je suis parti en licence d'économie et gestion. Ok, sur Paris? À l'UPEC à Créteil. Ok. Et ensuite, au bout d'1 an et demi, j'ai monté ma boîte. Donc, t'as pas fini ta licence? Non, j'ai pas eu le temps de la finir, malheureusement. Ok. En fait, j'ai attendu d'avoir une certaine sécurité financière. Et une fois que j'ai vu que j'avais une sécurité financière, je me suis lancé uniquement dans le business. Ok. Est-ce que sur cette première partie de vie, jusqu'à tes 20 ans, le plus gros échec, ça a été cette difficulté de redevenir champion de France? Ça a été... C'est ça le plus gros échec que tu as eu? Il y en a eu deux en réalité. J'ai eu plusieurs étapes. J'ai eu l'étape du judo. Moi, ça a été vraiment très complexe parce que j'ai sacrifié même pas mal d'années d'études justement pour le judo. J'aurais pu être meilleur dans mes études, mais du coup, je me suis concentré plus dans ce sport. Donc en fait, le fait de perdre chaque année, ça a été vraiment très complexe, mais ça a été un grand apprentissage. Et ensuite, j'ai eu le deuxième échec. Ça a été la fin de Mister France. Une fois que j'ai fait une année complète de Mister France, je surfais dessus. Ça me permettait d'avoir pas mal de deals. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde et d'ailleurs beaucoup de monde dans le milieu de l'influence. Et en fait, j'ai eu cette chute à nouveau où je me suis dit, purée, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et en fait, pareil, le travail, jusqu'à une nouvelle victoire. On y vient sur ce sujet Mister France. Juste avant, j'ai une question qui me vient en tête et j'ai envie de te la poser. Aujourd'hui, est-ce que tes journées, elles sont rythmées ou est-ce que t'es un peu dans le kiff? Est-ce que le matin, tu te lèves tous les matins à 7h, 8h, 9h, que sais-je, peut-être avant, peut-être après? Est-ce que t'as toujours une cadence de travail que tu respectes? Hier soir, j'ai vu que t'avais mis une story où il était 22h30, t'avais l'air d'être toujours au bureau, 22h26, si je dis pas de bêtises. T'es comment? Tu vas être une période rush et ensuite tu vas calmer, ou tous les jours t'as cette régularité un peu comme tu pouvais avoir, j'imagine, avec les entraînements de sport? Ouais, en fait, j'ai conservé une discipline. Donc tous les jours je me lève assez tôt, tous les jours je fais mon sport le matin, j'essaie de le faire le soir aussi quand j'ai le temps. Tu fais 2 séances de sport par jour? 2 séances de sport par jour, mais des séances qui sont assez courtes parce que j'ai pas forcément le temps de m'envoyer une séance de 2 heures. Donc en général je vais faire une séance le matin de 30 minutes, puis une le soir entre 30 minutes et 1 heure selon le temps que j'ai. Ensuite, toute la journée, je charbonne, je fais mes rendez-vous, etc. Par contre, ouais, ça m'arrive des fois de pas respecter forcément tout ce schéma parce que suffit que j'ai un événement le soir, suffit que voilà, j'ai un rendez-vous avec des clients et qu'ensuite je fasse une soirée avec des amis ou quoi. Derrière, forcément, c'est compliqué à respecter, mais dans l'ensemble, ouais, j'ai une certaine discipline journalière. Ok. Et tu te lèves à quelle heure et tu te couches à quelle heure à peu près? En moyenne, je me lève à 7 heures. Okay. Et j'essaie de me coucher avant minuit, mais c'est dur. Donc tu dors pas tant que ça alors? Je dors pas tant que ça, c'est en moyenne 6-7 heures. J'ai vu hier soir que t'avais fait une session de sport après les 22h30 où t'as mis t'arrives à dormir après avoir fait une session de sport? Franchement, ouais. Justement, ça me termine. Moi, tous les soirs, quand je me mets dans mon lit, j'ai même pas le temps de regarder Netflix, j'ai pas le temps de regarder des vidéos ou tu dors direct? etc. Je m'endors direct. Et je dors bien. C'est vrai que moi, ça c'est un problème, c'est que quand je fais une session de sport le soir, ça a tendance à me garder éveillé. Mais peut-être que je me tue pas autant que toi. Si j'ai un physique pas comme le tien, c'est peut-être que je me tue pas assez au sport. T'es plutôt mignon. Donc Mister France, c'est marrant, tu t'es présenté, tu connaissais pas. T'as un copain qui t'appelle, il te dit Eloy, Mister France. Exactement. 3 mois après, t'étais en train de faire le concours. J'exagère peut-être un peu, mais... Mais non, mais c'est exactement ça. J'ai un pote du judo qui s'appelle Julien Célèle, qui était un grand adversaire à moi, qui est un grand champion. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, écoute, lance-toi dans le mannequinat. Lui était déjà dans ce milieu-là. Et il m'a dit, lance-toi dans le mannequinat, ça peut marcher, etc. Donc, il m'a donné 2-3 filons. Je suis rentré là-dedans. Ensuite, on a trouvé le concours Mister France. Je l'ai fait et j'ai eu la chance de gagner Mister Île-de-France et Mister France. Même moi, j'y croyais pas, mais ça m'a permis d'ouvrir quelques petites portes. Ça t'a ouvert quoi concrètement? Ça change quoi sur une année? T'avais 19 ans, 20 ans? Ouais, 19 ans. T'avais 19 ans, ça t'apporte quoi? Ça change quoi? En fait, ça t'apporte pas mal d'expériences déjà médiatiques. J'ai appris à parler en public, chose que je ne faisais pas. J'ai appris à gérer une pression différente de celle du sport. En
fait une pression médiatique. J'ai appris à échanger en public. J'ai appris à faire pas mal de rencontres, à commencer mes premiers business, justement, mes premiers contrats de modèle, etc. Mais ça reste à petite échelle. Mais tout ça, ça m'a permis en fait d'ouvrir en quelque sorte l'entrepreneuriat. Ok, donc tu t'as lancé cette première activité, tu gagnes, tu rencontres Miss France par exemple, ou il n'y a aucun lien entre les deux concours? Non, il n'y a concours? aucun lien. Je pense même qu'ils ne veulent pas se mélanger aujourd'hui. Ok, et en termes de notoriété, tu disais que ça t'a permis aussi de pousser un peu les réseaux sociaux. Un petit peu. Aujourd'hui, je crois que t'as 150 000 personnes à peu près sur Instagram. C'est ça. C'est grâce à ce concours-là ou non, ça s'est fait plus tard? Bah, ça m'a permis, ça part de là. La base part de là, ça m'a permis de monter à peu près à 50 000 abonnés. Et ensuite j'ai continué, notamment grâce à l'agence, étant donné que je suis avec beaucoup d'influenceurs, souvent on me reposte, etc. Et ça m'a permis de monter naturellement. Okay. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout influenceur ou quoi. J'ai plus des statistiques d'influenceurs. Aujourd'hui, vraiment, je me suis positionné comme entrepreneur. Ok, donc tu lances. D'ailleurs, c'était le cas de plusieurs personnes qui étaient à ta soirée et qui étaient influenceurs de base, avec qui j'ai parlé et qui ont fait la même chose que toi, qui ont des réussites différentes, mais qui ont lancé aussi leur agence. Exactement. Tu me dis si je me trompe, mais en gros, c'est un peu soit tu continues d'être influenceur et tu développes cette activité dans ce milieu-là, en tout cas, j'ai l'impression, ou alors tu développes une agence qui accompagne. Ouais, peut-être qu'il y a d'autres métiers, mais en tout cas, on en voit plusieurs. En général, forcément, c'est des personnes qui sont issues de ce milieu-là parce qu'il n'y avait pas d'études spécifiques sur le marketing d'influence sur Instagram, etc. Maintenant, aujourd'hui, toutes les personnes que je recrute, c'est des personnes qui ont des masters en marketing d'influence avec des mentions réseaux sociaux, etc. Enfin, il y a vraiment des études qui sont très spécifiques là-dessus maintenant. Et est-ce que ces études-là, toi, en tant que vu que tu y es depuis le début, est-ce qu'elles apportent des choses aux personnes qui arrivent chez toi? Ou est-ce qu'aujourd'hui, si tu as le choix entre une personne, parce que tu es amené à recruter plusieurs profils, une personne qui a fait de l'influence et vient chez toi, et une personne qui a fait un master spécialisé dans les métiers de l'influence, t'as une préférence ou... Alors tu vas me dire, évidemment, ça dépend de la personne, etc. Mais partons du postulat qu'elles ont des profils similaires. Est-ce que tu vois une différence sur les résultats? Franchement, je pense que moi, j'accorde une énorme importance aux études. C'est-à-dire que moi, n'ayant pas été jusqu'au bout de mes études, même si j'en ai quand même fait une partie, mais quand tu vois qu'il y a certaines... T'apprends quand même certaines choses à l'école que t'apprends pas forcément dans le business. Toute une structure. Aujourd'hui, on va créer pas mal de projets pour les marques, on va créer pas mal de campagnes. Donc, c'est important d'avoir une certaine formation là-dessus, d'avoir une certaine expérience là-dessus et pas juste une expérience business. Donc, en fait, les personnes qui se forment toutes seules ont très cet œil business, très cet œil, produire de l'argent. Produire des campagnes, etc. Mais derrière, tout ça, il faut toute une structure, toute une organisation. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, je vois la différence quand je vois les personnes que je recrute. La majorité des personnes que je recrute sont toutes issues d'études de marketing digital. Ouais, et ça va faire la différence. Non, ça fait la différence. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, tu me dis si je me trompe, mais j'avais eu l'échange avec un copain. Les personnes qui se lancent dans le milieu de l'influence et qui ont du succès dans le milieu de l'influence, ils vont avoir plutôt un profil entrepreneurial, un peu comme le tien. Toi, j'imagine qu'aujourd'hui, t'es l'un, sinon le principal canal d'acquisition de business. Tu ramènes le business et tes équipes, elles structurent derrière pour sortir la production que toi, tu promets ou tu proposes en rendez-vous commercial. Exactement. Bah, en fait, aujourd'hui, le schéma reste le même en réalité que depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu en réalité des campagnes. Il y a eu des campagnes de publicité, il y avait déjà des campagnes, on va dire, sur Facebook, etc. Mais elles étaient différentes. Donc, en fait, ça a toujours existé. Ça reste du marketing. Donc, maintenant, c'est juste qu'on est arrivé sur un nouveau marché, qui est déjà en place maintenant depuis certaines années. Et en fait, certaines personnes qui avaient déjà des compétences en publicité répliquent justement avec les nouveaux codes d'Instagram, de Facebook aujourd'hui. Et sur cette partie business, là, tu l'as flairé, tu as lancé cette activité en 2019. Mais 2017, tu étais déjà auto-entrepreneur, tu faisais déjà des premiers projets. Ouais, c'est ça. 2017, Mister France. Mannequinat, première rémunération. Exactement. Tu gagnais à peu près ta vie, mais c'était les débuts. C'est ça, c'était les débuts. Ok. Ensuite, tu développes donc un réseau. C'est ce qui t'a permis d'avoir tes premiers clients grâce justement à ce réseau Mister France. Tu as eu tes premiers influenceurs grâce à ça ou tu les as rencontrés autrement? Non, je dirais que Mister France m'a juste apporté un réseau d'influenceurs. Mais ensuite, c'est vraiment une fois que je me suis lancé dans le business que j'ai commencé à faire de nouvelles rencontres. Mais en effet, tout est complémentaire. Ok. Et d'ailleurs, petite question, parce que c'est vrai qu'on a un profil différent là-dessus. Toi, tu as toujours été à Paris?
T'as jamais vécu en région? Non, j'ai toujours été à Paris, ouais. Parce que je pense que ça fait quand même la différence aussi d'être à Paris pour rencontrer... Enfin, j'imagine qu'il y a quand même une belle concentration d'influenceurs qui sont soit sur Paris, soit sur Dubaï maintenant, mais qui sont quand même dans ces villes-là, et pour connecter, c'est quand même plus facile. Aujourd'hui, c'est indispensable d'être sur Paris quand on est dans le marketing d'influence, quand on est dans le marketing digital. Je pense que c'est important. Après, j'ai des collègues qui sont dans le sud et qui font un travail magnifique aussi. Mais c'est vrai qu'être sur Paris, la majorité des événements avec les marques sont sur Paris. Donc, c'est important quand même d'avoir une présence Parce que toi, en ici. plus, tu as fait un choix assez spécifique. C'est qu'aujourd'hui, tu travailles qu'avec des grosses marques. Exactement. T'es pas allé chercher un marché que pouvaient aller chercher d'autres boîtes, dont certaines ont été décriées parce qu'ils proposaient des produits qui parfois ça pouvait être du fake. Je sais pas si les termes sont bons, je connais pas bien le marché, mais je redis simplement ce que j'ai pu entendre sur les différents réseaux, des émissions télé parfois, etc., où il y avait certains reproches. Comment toi, c'est facile de faire l'histoire a posteriori en disant bah oui, il avait raison de faire ce choix-là, mais comment t'as senti le truc venir? Comment tu t'es dit je vais me positionner, en sachant que c'est plus difficile potentiellement au départ? C'est plus facile d'aller voir un dropshipper qui va te vendre un truc où tu vas faire un partenariat rapide que d'aller chercher, je crois pas trahir un secret des dieux en disant ça, mais des marques type McDonald's avec qui tu peux bosser aujourd'hui. Comment on pense à ça quand on a 19 ou 20 ans et qu'on commence à peine? Alors, donc là, j'avais, moi, quand vraiment j'ai commencé l'activité, du coup, j'avais 22 ans, donc en 2019. En fait, au début, on fait des erreurs. Ce serait mentir, dire ah bah non, moi j'ai directement commencé avec des belles marques, etc. Non, quand on se lance dans le business, on prend un petit peu ce qui vient. Donc moi, au départ, en fait, j'ai fait ces erreurs-là aussi de travailler avec certaines marques. Certaines marques étaient plus petites, certaines marques qui n'étaient pas forcément sérieuses sans le savoir. Et en fait, c'est juste la différence, c'est le second choix. En fait, le premier, on apprend, et le second, on fait un choix. Et en fait, le premier, moi, j'ai appris, et le second, je me suis dit, non, écoute, je veux pas me diriger vers là, j'ai envie plutôt de me diriger vers un marché qui est un peu plus sain. Mais au début, tout le monde est passé, toutes les personnes qui ont monté des agences, on a eu énormément de propositions, et au début, nous-mêmes, on était en train d'apprendre. Donc moi-même, quand je me suis lancé sur le marché, j'ai appris. Au début, oui, il y avait certaines marques, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas sérieuses, et par contre, ensuite, c'est une question de choix. Parce que quand elles reviennent vers toi une seconde fois et qu'elles te disent, bah tiens, là, je suis prêt à aligner tant, là, c'est toi et ton éthique. Toi, t'as dit non? Moi, j'ai dit non. Ok. Donc, t'as dit non plusieurs fois, justement, par rapport à ce premier choix. T'as commencé à bosser avec des personnes parce que, comme tu dis, il faut faire rentrer de l'argent et que c'est le business au départ. Et surtout, t'avais peut-être pas conscience aussi de ce marché-là à ce moment-là. Totalement. Et là, après, t'as dit non. Encore aujourd'hui, tu dis non à certaines marques? Aujourd'hui, on dit non tous les jours. Ah ouais? Bah oui, tous les jours encore, il y a énormément de marques. Il y a encore énormément de marques de dropshipping. Mais il y a des marques de dropshipping qui sont sérieuses, qui font un bon travail. Mais aujourd'hui, nous, on refuse totalement. Mais en fait, on reçoit tous les jours. On a tous les jours des propositions. On en a tout le temps. En fait, énormément de personnes cherchent de la visibilité. Il y a eu toute l'époque aussi des paris sportifs, toute l'époque du trading, etc. Ça t'a pas pris? Non. Moi, je me suis pas mis sur ce marché. Ok. Et tu l'as conscientisé tout seul à 22 ans? Bah, en fait, je l'ai vu, et comme je dis, moi, j'avais fait plusieurs tests au début. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu certaines campagnes. En fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas éthique. Et donc, en fait, c'est ton choix. C'est une question de se dire, écoute, vers quelle direction je souhaite avancer. Et moi, les profils ensuite que j'ai signés en exclusivité au sein de l'agence, c'est des discussions qu'on a déjà eues à chaque fois. C'est avec quelle marque vous souhaitez travailler, qu'est-ce que vous recherchez, est-ce que vous recherchez l'argent ou plutôt la qualité, le long terme. Et moi, depuis le début, il y a une seule chose sur laquelle je mise, c'est le long terme. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce qui t'a permis de... C'est ce qui m'a permis justement de pouvoir avancer, d'être encore là aujourd'hui, de continuer à grandir. Mais c'est vrai que j'aurais pu y aller de manière beaucoup plus rapide. Ouais, c'est ce que je vais dire. C'est quand même, encore une fois, c'est facile d'écrire l'histoire aujourd'hui, mais sur le moment, ça devait être quand même difficile. En tout cas, c'est pas anodin de prendre une décision quand t'as 22, 23, 24 ans, et que tu vois que l'argent rentre chez les concurrents, parce que c'est ce qui se passe, j'imagine, manière peut-être plus importante que chez toi. Et toi, tu te dis, non, moi, je veux faire un choix éthique. Je laisse les autres grossir, gagner en notoriété. Et moi, par contre, je garde ma ligne de conduite et je reste... et ça, peut-être que ça vient aussi du sport par rapport... j'ai fait 10 ans de karaté.
On fait un petit combat? Si tu veux. Mais pas de judo, par contre. Avec karaté, je crois que tu vas mettre une raclée, là. Non, karaté, non, mais après, j'ai fait pas mal de boxe. Là, j'étais pas cool. trop dégueu en boxe. Tu vois, j'ai des restes. Mais, Top. mais Ça te va bien, ça te va bien. ouais, la boxe, c'était sympa. J'ai dû arrêter pour des douleurs articulaires, mais non, c'était sympa. Et, Ça forge. bah, ça fait du bien. Et puis après, je sais pas, toi, t'as fait du judo, tes parents ou quelqu'un dans ta famille en faisait ou au hasard? Non, moi, mon père, il faisait du rugby, mais on a toujours été un peu dans la castagne. Ok. Ah, moi, mon père, pour le coup, est prof de karaté. Donc, ok, cool. C'est pour ça que j'étais Et t'as été juste à quelle ceinture, du coup? Non, je me suis arrêté en étant jeune. Je sais même plus quelle ceinture j'ai fait. Ok. Mais c'était pas noir ou marron. C'était Ok, cool. c'était même avant. Ça devait être bleu, je crois. Sympa. Mais j'ai fait beaucoup de karaté, mais honnêtement, j'aimais pas ça. Ok. J'y allais parce que mon père me forçait à y aller. Ok. Et 10 ans de karaté, d'ailleurs, j'exagère peut-être un peu. J'ai peut-être fait 7 ans. Et après, j'ai fait de la boxe anglaise et boxe thaïlandaise. Cool. Donc voilà. Mais du coup, donc t'as mené cette activité, t'as commencé à travailler avec des marques Prime, des grosses marques du C'est CAC ça. 40. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on bosse franchement avec 75% des marques qui font du marketing d'influence en France. On finit à un moment ou un autre par travailler avec Sony. Moi, ce que je trouve assez fou, j'espère que tu me permets d'en parler, c'est à un moment donné, au départ, tu m'as dit qu'il y avait une croissance qui était folle, parce qu'en fait, les marques, elles comparaient la visibilité sur leurs réseaux sociaux à ce qu'il y avait sur la télévision. Exactement. On peut en parler un peu de ça, Ouais, de bien sûr, cette bien sûr. période Bah, en fait, comme à chaque nouveau business qui apparaît sur le marché, il y a un temps de structuration. Et en fait, au début du marketing d'influence, il n'y avait pas forcément des règles déjà définies. C'est la loi de l'offre et la demande. Au bout d'un moment, c'est la main d'Adam Smith. Au bout d'un moment, le marché se régule. Et en fait, ça met du temps. Et ce qui se passe, c'est que nous, les premiers arrivés sont les premiers servis. Et donc, en fait, au début, ce qui se passait, c'est que nous, on avait certaines marques qui arrivaient vers nous en nous disant, bah voilà, nous, on a l'habitude de mettre tel budget en télévision. Maintenant, on va mettre tel budget sur tel influenceur parce qu'il comparait la visibilité d'une chaîne de télé avec la visibilité d'un influenceur. Et il n'y avait pas encore un marché qui était structuré. Donc, justement, même nous, on avait du mal à définir toute la partie budgétaire. Ouais. Et en fait, avec le temps, tout s'est régulé. Ok. Et tu te souviens, par exemple, d'un deal que tu as fait qui était exorbitant? J'ai eu le plus gros deal que j'ai eu qui était exorbitant et la marque était ultra satisfaite, c'est important de le signaler. Okay. Et les talents également très satisfaits aussi. C'est un shooting photo avec droit d'image qu'on a vendu 200K. Ouf. Ok. Donc après évidemment il y a eu des droits d'image sur 1 an, etc. Mais c'est vrai que quand tu regardes comparé au retour qu'ils ont eu, ça a été très intéressant. C'est pour ça qu'ils étaient satisfaits. Okay. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec la structuration du marché, aujourd'hui je pense qu'on serait autour de 80 000, 100 000 euros. Ah quand même. Ok, donc ça n'a pas été... Ok, je pensais qu'aujourd'hui tu allais nous dire que ça valait 10-20 000 euros. Non. Ok. On était plus dans des x2. Exactement, ouais, plus dans des x2, dans des x3. Mais bon, il n'y avait pas forcément une règle bien définie. C'était l'accord qu'on avait avec la marque et ensuite, petit à petit, tout s'est structuré. Ok. On peut dire aujourd'hui avec quels influenceurs tu travailles ou ça tu préfères pas en parler? Bah, on peut regarder directement sur nos réseaux sociaux, on a tout, donc pas de souci. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi la visibilité parce que nous, on se rend pas compte, mais c'est quoi la visibilité et l'impact d'un influenceur parmi les plus gros que tu gères aujourd'hui? Quand il communique sur une story, c'est quoi la visibilité que ça apporte à la marque? Alors, aujourd'hui, en termes de visibilité, ça peut aller jusqu'à des millions de vues. Et après, en fonction des campagnes qu'on fait, il y a certaines campagnes où on peut atteindre des dizaines de millions de vues. Tout dépend en fait de toute la stratégie qu'on met en place, tout dépend des influenceurs qui sont engagés, tout dépend également le message qu'on souhaite faire passer parce que des fois, il y a un objectif juste de transformation de vente et des fois, il y a un objectif juste de visibilité. Et des fois, il y a un objectif juste d'image. Donc, tout dépend du projet de la marque. Mais aujourd'hui, on peut atteindre des scores qui sont assez incroyables. T'as vu parce que du coup, on parle des grosses marques, sur des marques peut-être un peu différentes. Alors, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, si tu travailles avec des marques un peu de taille plus modérée. Est-ce que tu vois par exemple, quand tu fais un Qui veut être mon associé, tu connais peut-être l'émission, j'imagine. Bien sûr, ouais. Très sympa d'ailleurs. Et sur cette émission-là,
Peut-être qu'un jour on sera jury dans cette émission. J'espère. Quand tu passes, il y a souvent un avant-après sur le business. Parce qu'ils passent un quart d'heure à la télé, etc. On est focalisé sur leur business. Est-ce que toi, tu as eu le cas sur des marques où vous avez mené une bonne campagne et il y a eu un avant-après? Ah oui, bien sûr. On a vu des... En fait, le marketing d'influence, c'est assez incroyable. Hein. Ça peut permettre de faire exploser certaines marques, et notamment certaines petites marques qui, en quelques temps, peuvent devenir gigantesques. On a eu des retours sur investissement sur des grosses campagnes réalisées à plus d'1 million d'euros de bénéfices. Sur certaines campagnes, on a fait certaines campagnes où en 24 heures, il y a eu également plus de 100 000 euros de bénéfices en 24 heures sur certains projets qu'on a fait avec une plus petite marque. Donc aujourd'hui, nous, on ne travaille pas uniquement avec les grosses marques, on travaille également avec les marques émergentes. On travaille juste avec des marques qui sont sérieuses. Parce qu'en fait, on a la partie marketing d'influence, on a également la partie community management. Aujourd'hui, on gère les réseaux sociaux d'énormément de marques, d'entreprises, de centres commerciaux, etc. Ok. Et aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous écoutent, s'il y a des entrepreneurs qui souhaitent faire appel à tes services, à vos services chez Sony Management, c'est quoi un ticket d'entrée pour commencer à faire du marketing d'influence? Alors, sur le marketing d'influence, ça va dépendre en fait des campagnes qu'on va mettre en place, ça va dépendre des influenceurs sélectionnés. Donc en fait, c'est très variable. Ça peut aller de 1 500 euros jusqu'à des dizaines 200 000 et des dizaines, que tu disais la dernière fois. Voire des centaines de milliers d'euros. Mais tout dépend de la campagne mise en place. Et évidemment, l'idée, c'est de démarrer à chaque fois doucement, surtout quand on vient de se lancer. Et sur la partie community management, donc sur la partie gestion de réseaux sociaux, on démarre à 600 euros hors taxe par mois. Ok, donc voilà, très pour accessible. justement une gestion d'Instagram, Facebook. L'avantage, tu fais quoi pour 600 euros hors taxe en gros? Pour 600 euros hors taxe, on va gérer les réseaux sociaux d'Instagram, de Facebook, la modération, faire les stories, faire les posts. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on a tout internalisé. C'est-à-dire que j'ai les directeurs artistiques en interne, j'ai les photographes en interne, j'ai les community managers en interne, ce qui me permet de pouvoir proposer des tarifs très intéressants à nos clients avec une prestation vraiment complète. Donc, pour le prix d'un stagiaire, on peut proposer une prestation vraiment plus complète. Alors attends, ça paraît presque imbattable quand même. 600 euros hors taxe par mois. Et t'as quoi? T'as 2-3 publications Exactement. sur chaque réseau Exactement. Tu vas avoir environ 2 posts sur Instagram, 2 posts sur Facebook. Toutes les semaines? Toutes les semaines, ouais. Toutes les semaines. Environ 10 stories par semaine, ce qui fait quasiment 2 stories par jour. Donc ouais, aujourd'hui, on a une offre qui est très intéressante sur le marché. Et je te pose la question plus en tant qu'entrepreneur, t'arrives à être rentable sur une offre comme ça? J'arrive à être vraiment rentable parce que on n'a pas que des clients à 600 euros. Certains, par exemple, vont vouloir du TikTok. Certains vont nous demander également pas mal de création de contenu. Donc, on va avoir des clients où ça va de 600 euros à environ 4000 euros hors taxe par mois pour la gestion des réseaux sociaux. Et tu as un exemple? Enfin, en général, vous arrivez à faire scale le compte si c'est l'objectif? Ouais, bien sûr. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que juste le fait de publier des posts, c'est plus suffisant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Okay. Il faut également mettre une stratégie de sponsorisation. Avant, grâce à Instagram, juste avec des hashtags, avec des belles photos, on arrivait à monter. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il y a la partie gestion, donc vitrine, gestion de la vitrine, de la ligne éditoriale, de la ligne artistique. Et ensuite, derrière, pour justement gagner en visibilité, il faut également activer un petit budget sponsorisation. Pas besoin qu'il soit gigantesque. Hein. T'as pas forcément besoin de démarrer avec un budget de 2000 euros par mois. Rien qu'avec un budget de 200, 300 euros par mois, on arrive à aller chercher pas mal de visibilité. Et tu fais pas de réel? Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, mais de ce que j'ai vu, a priori, c'est ce qui est poussé aujourd'hui. Exactement. Quand tu fais 2 publications, c'est photos réelles, c'est quoi? Ça on varie, mais en effet aujourd'hui c'est indispensable. La vidéo aujourd'hui c'est indispensable, notamment TikTok, réel. C'est aujourd'hui ce qui nous permet d'aller chercher en visibilité de manière organique. Et je veux pas te faire enfin je t'en fais indirectement, mais je crois que vous avez lancé un compte TikTok qui pour le coup montre que vous pouvez avoir la bonne stratégie de communication si vous voulez vous développer. Je sais pas combien vous êtes aujourd'hui, hein, mais sympa de nous faire de la pub. Non, mais c'est vrai. Vous avez bien fait monter le truc, franchement. Ouais, on s'est lancé. J'ai même un copain pour tout te dire quand j'ai mis la story. Tu sais, on était dans tes bureaux avec Geoffroy, tu te souviens? Ouais. Et qui m'a dit mais c'est pas le mec sur TikTok. C'est le mec sur TikTok. En fait, on a lancé notre TikTok sérieusement il y a environ 3 mois.
3 Ok. mois, lorsque j'ai ramené mes équipes au Brésil pour l'ouverture justement de notre pôle au Brésil, Ouais. j'ai remercié mon équipe en l'invitant justement sur place. Et en fait, à partir de là, j'ai mis un défi à ma community manager de mes réseaux sociaux et de Sunny en lui disant, écoute, maintenant, il faut faire exploser notre TikTok. Ok. Et là, en l'espace de 3 mois, on est déjà à plus de 40 000 abonnés. Donc, c'est cool avec des vidéos qui font des millions de vues, des centaines de milliers de vues. Donc, on est très contents. Mais c'est dur du coup de scale sur TikTok parce que, entre guillemets, vous avez que 40 000 abonnés alors que vous avez des vidéos, enfin beaucoup de vidéos qui ont fait des millions de vues, non? C'est vrai. Bon, pas énormément. On a dû en avoir environ 3-4 qu'on fait des millions de vues. Et ensuite, on en a pas Ouais, mal mais, qui fait des enfin, centaines. toutes les autres, des elles ont. Enfin, je crois pas avoir vu de vidéo qui avait fait 1500 vues sur votre compte Non, TikTok. c'est vrai. Elles sont toutes à minimum plus de 10 000 vues, 15 000 vues. Et alors, c'est déjà pas mal parce qu'en fait, nous, on est une agence B2B. Donc, on n'est même pas une marque qui vendons justement à des particuliers. Donc, pour une agence de com qui fait que du B2B, franchement, moi, je suis content de ces 40 000 abonnés, mais on est encore au début. L'idée, c'est d'arriver d'ici la fin d'année à au moins 80 000 abonnés. On serait content. Ok. Est-ce que tu crois, objectivement, on l'a dit, tu été Mister France, donc dire que t'es beau gosse, ça va de soi. Un minimum, en tout cas, tu plais à C'est gentil. au moins certaines personnes. Donc, t'as ce physique. Est-ce que tu crois que ça joue sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur le fait que vous ayez fait péter Sony, ou tu penses que n'importe qui, vous arriveriez à avoir des résultats qui puissent être similaires, si tant est qu'ils puissent mettre le budget en face qui représenterait le coût que toi, ça représente pour ta boîte aujourd'hui de faire monter ce réseau-là? Ouais, alors je pense que tout le monde est en capacité d'exploser sur les réseaux sociaux. Ça repose pas sur un physique. Je pense que les physiques atypiques, c'est un plus. Ça peut être un plus. Certaines personnes, ça peut attirer également un peu de monde. Forcément, ça aide. Mais je pense pas que ça repose sur ça aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est pas tant d'être beau gosse, c'est peut-être le physique atypique qui attire. Exactement. Genre, je pense au mec là, qui a une barbe gigantesque, qui Exactement. est costaud là. Je sais pas si c'est l'homme le plus fort de France, mais peut-être une Ah connerie oui, comme ça. oui, je l'ai vu Je lui. sais plus comment il s'appelle. Enfin, Ouais. t'as tout un tas de personnes en effet qui ont des physiques atypiques et qui font que ça se permet de se démarquer. Donc c'est Ouais. peut-être plus ça. C'est pas tant être beau gosse finalement. C'est Non, peut-être. je pense que c'est plutôt voilà, avoir quelque chose de différenciant, être assez atypique. Moi, personnellement, je me trouve pas très différent ou quoi. Ce qui met un plus, en fait, c'est le fait sûrement le fait d'être patron d'agence, de montrer justement comment je gère un petit peu ma société, quelle est ma relation avec les personnes qui travaillent avec moi, quelle est ma relation avec les influenceurs. Je pense que ça intéresse surtout. Ouais. Et puis après t'as un lieu aussi. Vous avez des bureaux sympas. Je pense Exactement. que ça joue un ensemble, une crédibilité aussi derrière qui rentre en jeu. Bien sûr. Et tu vois un avant-après, là, le début de ce TikTok? Ouais, sur aujourd'hui, votre... Ouais, notamment dans le community management, je vois en avant-après. C'est-à-dire que j'ai énormément de personnes maintenant, de clients, de potentiels clients, qui me contactent via TikTok en me demandant justement un devis pour gérer leurs réseaux sociaux et également sur mon recrutement. Maintenant, quasiment tout mon recrutement provient de TikTok et surtout j'en joue un petit peu. Je fais certaines vidéos assez sympas pour justement recruter des gens et c'est assez fou parce qu'en l'espace, le dernier recrutement que j'ai fait, en l'espace de 48 heures, on a reçu plus de 2000 CV. Donc c'est compliqué évidemment de tous les lire, mais par contre ça nous permet de sélectionner des pépites et là en fait toutes les futures recrues qu'on a, c'est vraiment des personnes qui sont très 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 compétentes. Comment tu fais le tri sur 2000 CV? Bah en fait c'est très complexe. On recevait quasiment un CV... je sais pas, toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Et on continue d'en recevoir. T'as mis quoi? T'as mis une vidéo en disant on arrête le recrutement ou... En fait, ou ça s'est j'ai mis essoufflé une tout seul? story. J'ai mis une story. J'avais fait une vidéo où je disais que j'arrêtais, mais en fait, les gens regardent et je continue de recevoir aujourd'hui encore. Ah ouais, des CV? Ouais, encore. Je reçois tous les jours, on reçoit des CV. Mais on essaye justement de tous les regarder. Mais quand on en reçoit 2000 d'un coup, je vais être honnête, il me faudrait 4 RH pour pouvoir justement lire tous les CV. Et alors comment tu fais? Bah, ce qu'on fait, c'est que nous, en fait, on sélectionne déjà sur. Tu regardes l'école? Comment? Honnêtement, tu regardes l'école? Exactement. On regarde l'école. Ouais. On regarde également d'entrée de jeu la première phrase que nous envoie si elle nous marque également, que nous envoie justement les. Sur la lettre de motivation, tu veux dire? Exactement, sur la lettre de motivation. En fait, on est très sélectif. On va assez rapide. On les voit tous passer. Donc, on a tous une ouverture. Mais par contre, on n'a pas le temps de lire tout le CV et de lire toute la lettre de motivation. Donc, ensuite, on fait une sélection. Donc, la RH, c'est son travail. Hein. Je pourrais pas dire exactement comment elle fait, mais elle fait tout un travail de sélection pour justement dire, OK, bah, eux sortent du lot. Donc, eux, je vais les lire entièrement. Et ensuite, on regarde. Ok, donc elle en sélectionne 50 sur les 2000. Oui, exactement. Et après, elle prend le temps. Et donc, du coup, peut-être un peu plus, même peut-être un peu plus. Et ensuite, elle va en sélectionner 10 qu'on va recevoir en entretien.
Et pour être, pour être aujourd'hui intéressé et intéressant pour une boîte comme la tienne, c'est quoi les écoles qui sont, selon toi, ton top 3 écoles aujourd'hui que vous sélectionnez pour aller bosser chez toi? Franchement, il y en a beaucoup et ça, c'est plutôt ma RH qui s'en occupe. Mais il y a beaucoup de bonnes écoles aujourd'hui. Ok. Sub de Pub, c'est une bonne école. L'EFAP aussi, c'est une bonne école. Franchement, il y en a pas mal. On a de la chance vraiment en France d'avoir pas mal de belles écoles et c'est ma RH qui a toutes ces spécificités-là. C'est elle qui les connaît bien mieux que moi. Par contre, il y a une demande qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que tu mets un TikTok ou une story ou un réel Insta, j'imagine, et C'est t'as énorme. 2000 CV. C'est énorme, c'est énorme. Après, sur la vidéo, je crois que la vidéo que j'avais fait où justement on proposait un recrutement, je crois qu'elle avait fait plus de 500 000 vues. Ou T'as quelque sélectionné chose comme ça. aujourd'hui la personne? Ouais, bah, j'en ai déjà sélectionné 3 là aujourd'hui. Ah, t'en as 3 qui t'ont rejoint sur les 2000 candidatures? Exactement. Donc tu en voulais une et finalement t'en as pris 3? Ouais, parce que la société continue d'évoluer. En fait, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui sont tellement compétentes qui peuvent même impacter le business positivement. Donc Ok. c'est un investissement qui peut être intéressant. Ok, là tu sens que ça se professionnalise de plus en plus et que vous arrivez aujourd'hui. Alors c'est difficile à dire parce que j'imagine qu'en plus auprès de tes équipes il y a quand même une volonté de vouloir. Enfin, je pense que tu as une bonne ambiance, etc. Donc c'est difficile de répondre. Mais est-ce que tu sens qu'aujourd'hui de plus en plus vous attirez des profils toujours plus compétents et toujours plus high level? Alors, moi déjà, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est incroyable aujourd'hui et qui a évolué avec moi. La majorité de mon équipe est là avec moi, certains même depuis des années. Donc, T'as eu aucun départ? Ah si, j'en ai déjà eu, j'ai déjà eu des départs. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont intégré Sony ont eu une proposition de rester sur le long terme. Toutes les alternances, par exemple, que j'avais en septembre, sont toutes passées en contrat, soit CDD, soit CDI. Toutes mes alternances. Parce qu'à chaque fois, notre objectif, c'est de faire du long terme ensemble. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des équipes très compétentes. Mais l'avantage, c'est que là, les nouvelles personnes que je recrute sont des personnes qui sont déjà très compétentes. Ce sont des personnes qu'on sélectionne. Étant donné qu'on a beaucoup de monde, on a l'avantage de pouvoir sélectionner justement les meilleurs. Et en fait, quand elles rentrent chez Sony, elles arrivent très facilement à s'adapter et à avancer avec nous. Donc elles arrivent rapidement à avoir un niveau similaire aux personnes qui sont déjà présentes chez nous. Qu'est-ce qui a fait la différence là sur les derniers recrutements que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu leur fais faire des ateliers? Tu leur fais faire... Exactement. Qu'est-ce qui a, pour donner un exemple d'une personne justement qui a réussi à rejoindre tes équipes? C'est fou parce que finalement aujourd'hui, ça devient un travail de collaborateur, collaboratrice, et les personnes se battent presque pour venir chez toi. Là où tu as énormément d'industries aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à recruter. C'est vrai. Après, le secteur du marketing d'influence et du marketing digital en soi, que ce soit mon agence ou une autre agence, c'est un secteur qui est très sollicité aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Il y a pas assez d'offres en face des demandes. Exactement. Donc, Et c'est un job qui est dans l'air du temps. Tu peux être en remote, j'imagine. Exactement. T'as des bureaux sympas à Paris. Tu donnes des perspectives, je suppose aussi, de pouvoir aller bosser dans d'autres pays, à l'instar du Brésil. T'es jeune, dynamique, sympa, présent sur les réseaux sociaux. Bon, ça donne envie. Après, bon, ça, c'est tout le côté sympa, mais je suis aussi quelqu'un de très exigeant. Mes équipes aussi, elles travaillent vraiment énormément. J'ai de la chance vraiment d'avoir une équipe vraiment qui se tue vraiment pour Sony. On a tous un objectif commun. Donc, il y a toute cette partie qui est très cool, mais le seul complexe, on va dire, un des complexes de travailler dans le marketing digital, c'est que vraiment, c'est un métier qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que on va préparer les campagnes durant la journée, mais les périodes les plus intéressantes pour poster, ça va être entre 17h, 20h, le soir, etc. Le week-end. Donc, c'est important. Après, elles peuvent programmer peut-être les publications, non? Ah non, c'est différent, le community management. Mais quand on traite avec de l'humain, avec des influenceurs, des talents, etc., c'est important qu'on vérifie que tout a bien été posté. On a vraiment des schémas très spécifiques avec les marques. Donc, il faut qu'on fasse attention à chaque détail. Notre travail, c'est justement de vérifier que tout soit bien fait pour pouvoir ensuite faire un reporting à la marque, etc. Donc, toi, quand tu mets une story à 23h au bureau, t'as encore certaines personnes de tes équipes qui sont au bureau avec toi? Non, à 23h, non. Ça m'arrive, en général, j'étais à 20h, 21h, etc., qu'une personne reste en plus, mais en général, à partir de 18h, bon, les gens ils rentrent chez eux, normal. Ok. Mais tu sens quand même une implication, une émulation dans l'équipe ou... Vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir des équipes vraiment qui s'investissent à fond. Et parce qu'elles savent aussi, moi, dans ma méthode de management, si la société grandit, tout le monde grandit.
Et donc la Ça preuve, veut dire que tu les incentives ou pas au capital? Ou aujourd'hui, tu as 100% des parts ou est-ce que tu t'as ouvert? Aujourd'hui, j'ai 100% des parts aujourd'hui, mais après, il y a des systèmes de primes intéressantes. Également, l'appartement que j'ai acheté, je l'ai acheté en perso. C'est-à-dire que c'est ma maison que j'ai acheté au Brésil. C'était un rêve de gosse. J'ai acheté quelque chose de très beau, t'as vu. Et pourtant, cette victoire, je me l'attribue pas moi toute seule. Cette victoire, je l'attribue à mes équipes. Parce que j'ai pas réussi cet objectif personnel, je l'ai pas réussi tout seul. Je l'ai réussi avec mes équipes. Et dès que j'ai réussi cet accomplissement personnel, j'ai invité l'intégralité de mes équipes à venir passer une semaine au Brésil avec moi. T'as tout frais payé, j'imagine, par la boîte en plus. Exactement. T'as une idée à peu près de la rémunération moyenne pour ce type de boulot chez toi aujourd'hui pour les gens qui Alors, sont... ça varie en fonction des missions, mais si je fais une moyenne de tous les salaires, on va être à une moyenne environ de 2600 net par mois. Ok, donc c'est quand même plutôt bien rémunéré pour des juniors en plus. Exactement. Parce que la plupart de ton équipe a moins de 30 ans. Oui, la plupart de mon équipe a moins de 30 ans, oui. Ok, vous recrutez d'ailleurs quasiment que des jeunes parce que c'est les jeunes qui sont les plus... Où vous avez des candidatures de gens qui ont 40, 50 ans C'est vrai que sur la majorité des candidatures, on va plutôt être entre 20 ans et 30 ans. J'ai très peu de candidatures au-dessus, mais ça me dérange pas du tout de recruter une personne qui a plus de 30 ans, plus de 40 ans. Elle a quel âge la personne la plus âgée de ton équipe? Elle a 30 ans. Ok. Ah ouais, donc vous êtes tous très jeunes en fait. Exactement. Okay. La moyenne d'âge de l'agence, elle est de 25-26 ans. Ok. Et aujourd'hui, sur l'arborescence de ta structure, t'as quelqu'un qui... T'as un bras droit, une bras droit peut-être ouais. Vous avez un... D'ailleurs, c'est quoi J'avais vu que t'avais mis un réel là-dessus, ou une vidéo TikTok en disant qu'on te reprochait, en rigolant, qu'il y avait que des filles et... Ouais. Vous êtes Enfin, il y a que toi ou il y a d'autres mecs dans la structure? Non, il y a pas que moi. J'ai un garçon aussi avec nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur nos 15-20 salariés, plus tous les influenceurs, sur environ 50 personnes, on doit y avoir 47 femmes et 3 garçons aujourd'hui. Mais en fait, ça se justifie par deux choses. La première chose, c'est par le fait qu'aujourd'hui, on gère déjà 27 influenceuses. Ce sont des femmes. Elles sont beaucoup plus à l'aise quand elles sont gérées par des femmes aujourd'hui. Parce qu'en fait, on va parler de mensuration, on va parler de certains... Il y a une certaine intimité qui se crée entre son agent, entre le talent manager et elle, entre la chef de projet et elle. Et donc, je pense, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais je pense qu'une femme comprendra mieux une femme dans ce secteur justement dans le marketing d'influence, etc. Il y a une certaine intimité qui se crée. Ensuite, la seconde chose, c'est que moi, quand je mets un poste à pourvoir, et ça c'est peut-être justement à cause de TikTok, mais c'est également dans ce milieu-là, j'ai l'impression dans le marketing digital, dans le marketing d'influence, qu'il y a plus de femmes qui sont sur ces postes-là, mais également de par notre TikTok, moi quand je mets un poste à pourvoir, franchement sur les 2000 CV que j'ai reçus, j'ai demandé à ma RH, on a dû avoir peut-être 100 CV, 80 CV d'hommes et tout le reste des femmes. Donc forcément la probabilité elle augmente et moi je suis pas forcément dans un critère de me dire ah bah tiens là je vais recruter un mec parce que je sais pas quoi. Mais c'est vrai que mes équipes elles commencent à me le dire il est temps de recruter plus de garçons, etc. Donc je vais y songer. Ok, intéressant. Est-ce que c'est parce que pour moi aujourd'hui c'est facile entre guillemets dans le sens où je suis dans l'immobilier c'est une culture très masculine, etc. Donc quand t'es un homme, c'est peut-être plus facile d'évoluer dans cette culture. Je pense que j'aurais énormément de mal aujourd'hui, de par mon comportement, ma manière d'être. Moi, j'aime bien faire des blagues qui font rire les hommes, probablement moins les femmes, j'imagine. Tu vois, j'ai tendance à... Et je le sais, j'en suis conscient, et c'est d'ailleurs pour ça que ça me va très bien d'évoluer dans un écosystème comme le mien. C'est pas difficile de naviguer. On a beau dire ce qu'on veut, je pense que, en tout cas de mon point de vue, les femmes et les hommes, on peut être différents sur certaines choses. On appréhende les choses pas toujours de la même manière. C'est pas difficile pour toi en tant que CEO d'une boîte d'avoir quasiment que des femmes à manager. Bah en fait, je pense que
ça te ramène une vision différente des choses. C'est vrai que moi aussi, de base, moi justement, dans le sport, judo, bagarre, etc., tout, moi pareil, j'ai toujours été justement dans ces blagues un petit peu de beauf, etc., tout ça. Et en fait, je pense que ça t'apprend aussi beaucoup d'humilité. Ça t'apprend également à être beaucoup plus patient. En fait, aujourd'hui, franchement, les femmes ont une douceur qu'on n'a pas nous. Et en fait, t'as pas le choix de t'adapter. En plus de ça, elles sont en supériorité numérique, donc t'es obligé de les écouter. Elles ont une sensibilité différente. Et franchement, non, moi, j'ai pas de difficulté. Aujourd'hui, ça se passe même très bien. Ouais. En fait, t'as réussi à avoir l'intelligence de t'adapter, c'est peut-être pas le terme, mais faire évoluer ta culture d'entreprise dans ce sens-là, parce que de fait, de toute façon, c'est un écosystème où tu vas avoir une comment dirais-je, une supériorité féminine. Tu l'as dit tout à l'heure, sur 2000 CV, 1900 a priori venaient de femmes et 100 d'hommes. Et donc plutôt t'adapter, plutôt qu'essayer d'imposer une culture plus différente qu'on peut avoir dans les sports de compas, Mister France, etc. Bien sûr, toutes les blagues qu'on peut avoir entre mecs, ou même dans un milieu comme l'immobilier, toi tu vas avoir tendance plutôt à apprendre d'un écosystème différent et essayer de t'adapter pour que tout le monde s'y retrouve. Et que bien sûr, moi après je me suis déjà, ça s'est fait dès le départ, c'est-à-dire que ça n'a pas été une difficulté ou quoi, tout s'est fait de manière très naturelle, et après on est là pour se connecter sur du business, donc voilà, il y a aussi un certain respect professionnel qui se crée autour de tout ça, et franchement c'est un plaisir. J'ai vraiment la chance d'avoir créé une équipe et d'avoir une équipe qui est ultra bienveillante. On se tire tous vers le haut. Quand il y a des choses que moi je fais qui ne vont pas, on va me le dire directement, et inversement, tu vois. Je suis vraiment très ouvert à l'écoute, et aujourd'hui on est en constante progression justement grâce au fait on s'écoute tous les uns les autres. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai pas forcément de difficultés par rapport à ça. Tu t'es jamais fait draguer ? Ça m'est arrivé, mais pas par mes salariés. Mais ça m'est déjà arrivé pas mal dans le milieu, dans l'influence, etc. Donc plutôt des partenaires alors ? Pas forcément des partenaires, plutôt des influenceurs justement. Oui, enfin, je considère partenaire, mais du coup, toi la situation des influenceurs aujourd'hui, ils bossent qu'avec toi ? Comment ça fonctionne ? Exactement, en fait, ça dépend des types de contrats. On a certains influenceurs qui vont être en exclusivité, on a certains influenceurs où on va avoir des deals particuliers avec certaines marques. On s'adapte en fonction des talents. Okay. Mais aujourd'hui, exclusif, on en a 30. D'accord. En exclusif, vous en avez 30. Exactement. Et sinon, vous avez une cinquantaine d'influenceurs avec qui vous travaillez. Oui, on en a même beaucoup plus. Ah, beaucoup plus ? Ouais, beaucoup plus. On va en avoir peut-être 300, 400. Ah, c'est autant que ça ? Ouais. Et donc, finalement, ces 30 influenceurs exclusifs font presque partie de la boîte. Ils sont pas collaborateurs salariés, mais finalement... Non, ils sont pas collaborateurs salariés. En fait, on leur apporte des deals, etc. Et en fait, on a un échange de bons procédés où justement, nous, on s'occupe de toutes leurs parties contractuelles. On va les aider à créer du contenu. On va investir sur certaines choses qui leur permettra de progresser également sur leurs réseaux sociaux. Tu t'occupes de leur... Peut-être pas le community management, mais un petit peu pour certains ? En fait, on s'occupe de leur direction artistique. J'ai une directrice artistique qui est justement là pour conseiller tous nos talents sur les prochains posts qu'ils pourront faire, etc. Pour justement avoir une belle ligne éditoriale sur leurs réseaux sociaux, pour que ça les ressemble bien, etc. Comment tu vois l'évolution du milieu de l'influence dans les prochaines années ? On voit un glissement de Facebook vers Instagram, vers TikTok. C'est pas difficile de s'adapter toujours à des nouvelles plateformes. Comment tu vois les choses par rapport tu disais à une époque c'était plus rémunérateur parce qu'on comparait à la télé. Aujourd'hui, la fameuse main d'Adam Smith qui fait évoluer ce marché, le structure davantage. Comment tu vois les choses là dans les 5 prochaines années sur ce métier-là ? En fait, si tu veux, je pense que ça va que évoluer. J'ai aucune crainte sur l'évolution du marché et sur le fait qu'on va le suivre. C'est une question de choix qu'on fait, mais en fait, l'avantage, c'est qu'étant donné qu'on travaille avec des influenceurs qui sont chez nous, étant donné qu'on a nos équipes, qu'il y a également les marques, en fait, je ne suis pas tout seul à produire le business. C'est-à-dire qu'il y a les clients, donc toutes les marques, puis également les influenceurs. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance qui arrive, les premières personnes qui essayent de s'adapter à cette nouvelle tendance, c'est les influenceurs, parce qu'ils savent qu'ils dépendent de ce business-là. Donc en fait, nous, naturellement, on suit. Et pareil, du coup, les clients vont avoir la curiosité, nous on va proposer aux clients, les clients vont avoir la curiosité de tester ce nouveau marché. Donc en fait, les agences qui sont déjà présentes sur le marché, faudrait vraiment ne pas le vouloir
pour pouvoir ne pas évoluer avec le marché. Donc moi, j'ai pas de crainte par rapport à ça parce que je l'ai vu de base. Moi, les premiers influenceurs que j'ai signés étaient TikTok. Parce que j'ai justement senti qu'il allait avoir pas mal de monde là-dessus. Au début même, on se faisait critiquer comme agence de TikTokers, etc. Okay. Et ensuite, TikTok a pris de l'ampleur. Et moi, ça m'a permis de croître assez rapidement aussi. Et ensuite, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a Twitch qui est de plus en plus présent. Donc voilà, c'est juste YouTube, une question d'adaptation. Tu gères pas les... Si, on gère également des youtubeuses mode, etc. On a pas mal de youtubeurs également, où du coup on les accompagne également là-dessus, on va les aider à créer le contenu, on va également avoir pas mal de campagnes. Mais en fait, on s'adapte, en fait. Le marché évolue, et nous, en fait, c'est l'idée, c'est mon travail d'entrepreneur, c'est justement de me rendre compte vers quelle direction le marché évolue, et justement mettre des stratégies en place de manière à continuer de le suivre. Ton job aujourd'hui, toi, c'est un peu de sentir les nouvelles plateformes et essayer d'aller choper les talents quand ils sont au départ et pour pouvoir créer une relation sur le long terme, peut-être? Ouais, c'est pas que ça, mais... Ouais. Mon job, c'est justement d'anticiper le marché. Je pense que le travail d'un entrepreneur, c'est d'anticiper le marché, même toi, dans ton métier. C'est justement de commencer à voir ce qui arrive, l'anticiper, mettre en place des stratégies de manière à pouvoir être présent lorsqu'il y aura cette modification de marché, lorsqu'il y aura cette évolution de marché. Et c'est quoi, selon toi, l'évolution de marché dans les prochaines années? Tu vois comment les choses? Tu vois là, il y a une nouvelle plateforme par exemple qui arrive, pas encore. Enfin, il y a eu TikTok à un moment donné. Là, pour l'instant, on entend parler de rien. J'ai pas forcément d'idée de nouvelles plateformes. Ça, j'ai pas forcément vu quelque chose. Mais en tout cas, je pense que les marques sont de plus en plus exigeantes. Les clients sont de plus en plus exigeants. Avant, on avait des campagnes qui étaient quand même plus simples. On appelait ça du coup un placement de produit où c'était beaucoup plus rapide. La marque voulait le profil faisait une petite story et ça allait. C'était assez rapide. Aujourd'hui, les marques veulent vraiment faire passer un message. Aujourd'hui, les marques veulent faire vraiment attention aux influenceurs qu'elles sélectionnent, aux valeurs de l'influenceur. Donc en fait, ce qui est en train d'évoluer, c'est la création des campagnes qui doit être de plus en plus pertinente. Il faut vraiment un storytelling qui est vraiment très intéressant et je pense que c'est ce sur quoi on a tendance à évoluer. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va être de plus en plus exigeant. Donc je pense que dans le temps, les influenceurs qui n'ont pas forcément une spécificité, qui ne se démarquent pas forcément, qui ont juste de la visibilité, seront peut-être moins intéressants dans le futur pour les marques. Et les influenceurs qui font plus attention à leur direction artistique, au message qu'ils souhaitent faire passer, auront plus de valeur aux yeux des marques. Il y avait un moment donné, là, il y a pas si longtemps que ça, je dis ça comme... Enfin, je te délivre l'information comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu sur TikTok qu'il y avait quelques influenceurs de télé-réalité. Je pense notamment à un influenceur belge. Je sais plus comment il s'appelle, Nico peut-être, un mec tatoué, je sais plus son nom, qui a dû faire les ch'tis à une époque et ensuite les Marseillais. Enfin, je sais pas si tu les connais tous, mais et donc lui ou d'autres, et en fait il disait que ils avaient du mal aujourd'hui à je crois qu'il s'appelle Nicolas, je sais plus. Et où il y avait même Julien Tanti. J'espère que je sais pas si c'est des clients ou j'en sais rien, mais en tout cas il y avait ces personnes-là qui disaient que aujourd'hui ils avaient du mal à commercialiser justement des stories, des publications, etc. Ça va dans le sens de ce que tu dis aujourd'hui. Tu le vois de plus en plus sur des influenceurs. Non, d'où notre marché justement, il n'est pas du tout impacté. En fait, il y a deux marchés différents dans le marketing d'influence. On en a même plusieurs, mais le marché des influenceurs qui n'ont pas fait de la télé-réalité et le marché des influenceurs qui ont fait de la télé-réalité est complètement différent. Ah ouais. C'est-à-dire que eux avaient un business model où c'était justement faire un maximum de collaboration pour encaisser un maximum à des prix qui sont plus ou moins gros. Donc eux, ils ne regardaient pas forcément, et c'est justement ce qui a été reproché, c'est qu'il n'y avait pas un œil assez assidu, assez pointilleux sur les marques avec lesquelles ils collaboraient. Donc là, on parle des influenceurs qui ont fait de la télé-réalité. Et étaient boostés à chaque fois qu'ils faisaient une émission de télé-réalité, hop, ça leur mettait des pics d'audience, ils avaient de la visibilité et ils revendaient à ce moment-là. Voilà, exactement. Donc c'est ce qui se passait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec le temps, aujourd'hui, cette méthode n'est plus du tout tolérée, même par les personnes. Les personnes n'ont plus confiance parce qu'elles ont vu que c'était pas forcément éthique. Et en fait, il y a l'autre marché, du coup, qui est le marché des créateurs de contenu YouTube, Instagram, des réseaux sociaux qui proviennent même des réseaux sociaux, qui eux justement ne sont pas passés par là. Certains sont passés par là et sont catégorisés pareil que justement malheureusement les influenceurs de télé-réalité. Et ensuite,
il y a l'autre partie où eux ne sont pas passés par là, ont sélectionné justement dès le départ, où eux aujourd'hui ne sont pas du tout impactés par ça et n'ont aucun impact par rapport au marché qu'il y a eu par rapport à ça. Et donc ce qui est en train de faire certains influenceurs de télé-réalité, c'est une prise de conscience en disant bah voilà, maintenant je veux modifier mon image, j'ai envie de commencer à travailler avec de belles marques, et certains y arrivent. Donc voilà, ça a été peut-être une erreur, ou certains un apprentissage, ou certains même ça leur a été très bénéfique. Ça a été une vision et un choix de business qu'ils ont fait, et aujourd'hui maintenant certains essayent de prendre un tournant. Sauf que si t'es trop grillé sur ça, bah malheureusement ça va être compliqué pour toi de revenir. T'en as qui ont été trop grillés et qui aujourd'hui ont du mal à revenir? Il y en a énormément. En fait, 80% des mecs qui encaissaient énormément d'argent sur la partie marketing d'influence télé-réalité, bah, aujourd'hui, elles ont divisé leur salaire par 5, voire par 10. Facile. Ah ouais? Oui, facile. Quand tu dis énormément d'argent, tu avais une idée des chiffres que Ouais, faisaient bien ces sûr. personnes-là à l'époque? On laissait les chiffres. Les plus gros gagnaient autour de 300 000 euros par mois. En collaboration, et ensuite ça allait environ de 50 000 à 300 000 sur les leaders de la télé-réalité. Mais ensuite même les petits aujourd'hui, enfin même les petits qui faisaient de la télé-réalité avaient quand même pas mal de collaborations. Aujourd'hui, la plupart font du coup, d'après ce que tu dis, entre 2-3 000 et 50 000 par mois maximum pour les... Exactement. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, sauf les leaders de la télé-réalité qui, eux, continuent à avoir des projets, du coup, avec des marques plus sérieuses. Ok, qui ont réussi à faire le switch. Exactement. Ok, intéressant. J'ai aussi une question, moi, sur le sujet bureau. T'es quand même l'un des rares entrepreneurs aujourd'hui que je côtoie qui a moins de 35 ans et qui a fait le choix de mettre un budget aussi important dans ses bureaux. Enfin, un budget ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avoir une surface aussi impactante. 400 mètres carrés dans Paris, à la Tour Montparnasse, c'est pas anodin. Pourquoi ce choix et est-ce que ça impacte ton business? Et si oui, comment? Alors forcément, ça impacte positivement le business. Moi, ça a été vraiment un investissement que j'ai fait. Je l'ai pas fait parce que j'en avais la nécessité. J'ai fait parce que je voulais en faire un investissement de manière à ce que les gens, quand ils arrivent dans mes locaux, qu'ils se disent « Ah oui, s'il est prêt à investir autant sur ses bureaux, c'est qu'il est prêt à mettre du temps et à investir pas mal sur ses campagnes également. » Donc en fait, c'est une crédibilité en quelque sorte que j'ai acheté, que j'ai investi, que j'ai acheté de manière à évoluer plus rapidement, parce que c'est au bout de 3 ans du coup, au bout de 3 ans de société que j'ai pris ce local-là. Donc en 2022? Exactement, en 2022. Donc en 2022, j'avais pris 200 mètres carrés. Ensuite, j'ai rajouté l'autre partie où j'ai pris 200 mètres carrés de plus. Donc en fait, ça a été un investissement qui nous a permis justement de transformer quand les clients viennent dans une agence justement qui est bien structurée, etc., dans des beaux locaux, bah forcément, ça donne un peu plus envie de travailler. Par exemple, si on faisait ce podcast chez toi, dans ta chambre, etc., bah peut-être que ça me motiverait moins. Alors que là, on voit qu'il y a une structure, etc., bah forcément, ça motive plus. Donc c'est tout est marketing aussi au final. Je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un vrai investissement, qui plus est sur tes équipes aussi. Est-ce que ils viennent tous les jours malgré... Ouais, quasiment. Ah, En moyenne, ils ont un jour de télétravail par semaine et ils viennent tous les jours. Et franchement, je vois qu'ils sont plutôt heureux parce que je vois leur story tous les jours avec la vue. On a une belle vue sur tout Paris. Donc magnifique. Donc franchement, c'est sympa. Donc non, c'est sûr que ça fait la différence. On voit que les personnes sont plus contentes de venir au travail, même si elles aiment bien aussi le télétravail évidemment. mais c'est sûr que ça fait la différence. T'as ouvert il n'y a pas si longtemps que ça le Brésil? Exactement. Le Brésil a été ouvert il y a... Comment ça se gère? Il y a le décalage horaire, il y a une culture qui est différente. T'as quand même l'avantage, tu l'as pas fait par hasard, d'avoir cette double culture aussi. Comment ça se gère? Est-ce que tu vois déjà des choses différentes par rapport à la France, la manière de travailler, etc. Ou est-ce que tu as envoyé une équipe française là-bas? Est-ce que c'est des Brésiliens? Comment ça se développe? Alors du coup, ça fait 2 mois qu'on a monté Sunny au Brésil. Ouais. L'inauguration des locaux au Brésil sera en septembre. Ok. Donc là, j'ai déjà recruté 4 personnes sur place qui sont en train de faire un bon travail. On n'a pas encore lancé l'activité officiellement. D'accord. Je pense qu'elle se fera à partir de septembre quand on aura nos nouveaux locaux qui seront prêts. Moi, ça fait déjà 3-4 ans que j'allais quasiment moitié de l'année au Brésil, moitié de l'année en France. Ok.
pour profiter évidemment et pour voir aussi le marché. Ouais. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait un marché très intéressant sur place. Et donc, du coup, j'ai pris la décision justement de monter Sunny au Brésil. Parce que faut savoir que marketing d'influence là-bas, c'est un truc de fou. Un influenceur qui a 1 million d'abonnés ici, il en a peut-être 5 là-bas. Nos gros statistiques ont 5, 10 millions d'abonnés. Là-bas, ils en ont 30, 35 millions. Ouais. Donc, en fait, il y a un marché qui Parce est... que la population est 3 Exactement. ou 4 fois plus. Il y a quoi, 220 millions de Brésiliens? Ouais, je il y a crois 210 millions d'habitants 210 au millions Brésil. d'habitants, ouais. Donc 3 fois plus d'habitants, donc tu multiplies Exactement. tout par 3, quoi. Exactement. Sauf peut-être les montants des deals, j'imagine que... Bah, en fait, étant donné que si tu te positionnes sur le marché des grandes, des marques qualitatives, des grandes marques, etc., bah, en fait, le tarif reste le même. C'est des tarifs en dollars, c'est la visibilité qu'ils ont, etc. Même si le pouvoir d'achat est plus petit, mais en fait, la visibilité est beaucoup plus grande. Et en fait, il n'y a pas forcément une variation. Par contre, en effet, sur les marques émergentes, là, oui, on sent une réelle variation des tarifs. Ok. Et donc là, actuellement, tu travailles avec 4 Brésiliens Exactement. au Brésil. Exactement. Tu fais quoi? Tu gères comment ton temps Bah, aujourd'hui? on va faire la même chose, on va reproduire exactement le même business model qu'au Brésil. On va faire une partie gestion des réseaux sociaux, et là pour l'instant on est plutôt actif sur ça, et une partie gestion de talent. Et sur la partie gestion de talent, on va s'ouvrir pas uniquement au marketing d'influence, mais également à des personnes qui ont des talents assez spécifiques, peut-être artistiques. Là on vient de signer notre premier DJ. Ok. Où du coup, au lieu justement de l'accompagner sur toute la partie projet avec les marques, etc., on va l'accompagner sur toute la partie événementielle. Donc là, on lui a déjà trouvé une 20aine de dates. Et sur toutes ces dates-là, on va l'accompagner, on va l'aider sur son marketing, etc. C'est un DJ qui est déjà puissant au Brésil. Ok. Et ensuite, pareil, en fait, on l'accompagne sur toute la partie contractuelle et on prend une commission sur chaque partenariat qu'il fera sur chaque show qu'il va faire au Brésil. Personnellement, comment ça impacte la vie de famille d'ouvrir au Brésil? Ta maman, elle est fière, elle est... Ouais. Comment ils ont réagi, ta famille, à ça? Bah, ma famille, elle est super heureuse. Moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir trouvé l'équilibre parfait en justement en ayant ouvert au Brésil et en France, parce que mon père est français, ma mère est brésilienne, j'ai mes grands-parents qui sont au Brésil. Moi, mon grand-père, c'est comme mon meilleur pote au Brésil. Et en fait, le fait de pouvoir faire des allers-retours comme ça, moi, ça fait du bien à toute ma famille. Je sens qu'à ma mère, ça lui a fait du bien parce que ma mère est en France depuis plus de 20 ans. Elle voyage une fois par an, etc. Mais elle a fait toute sa famille en France. Donc, du coup, ça lui fait du bien de voir qu'un de ses enfants est au Brésil, qui s'occupe également de ses parents. Je suis à 10 minutes, j'ai pris justement une maison à 10 minutes de chez eux de manière à pouvoir être proche d'eux. Donc en fait, c'est un peu la boucle pour moi parfaite, dans le sens où je vis 6 mois de l'année en France, à Paris, dans une ville qui est magnifique avec plein d'opportunités, 6 mois de l'année dans une île au Brésil vraiment juste magnifique. J'arrive à allier la famille, tout ça. J'ai ma grande sœur qui travaille avec moi, j'ai mon petit frère qui fait tous ses stages avec moi, etc. Donc ça, c'est vraiment un objectif personnel qui me rend beaucoup plus heureux que n'importe quoi. Ta grande sœur, aujourd'hui, elle est collaboratrice chez Sony? Exactement, elle est chef de projet chez Sony. D'accord. Elle Ok. était dans le marketing du luxe chez Chloé. Ok. Et ensuite, dès que j'ai vu justement l'opportunité que la boîte était en train de croître, bah, dès les 3 premiers mois, je l'ai recrutée. Vous êtes... t'as une sœur et un frère? J'ai une grande sœur, un grand frère et un petit frère. Donc il n'y a que ton grand frère qui est pas avec vous encore aujourd'hui. Mon grand frère, il est dans l'immobilier, comme toi. Ah oui, tu m'avais dit, ouais, tu m'en Ouais. avais parlé. C'est vrai. Ok. Et ton petit frère, du coup, là, il vous rejoint en stage, il a quel âge? Il a 17 ans, il fait tous Ok. ses stages avec nous. Ah oui? Ouais, on Tu essaie penses de qu'il va motiver. venir chez vous? Bah, je sais pas, je pense que c'est bien qu'il se fasse son expérience avant tout seul. Et après, je pense qu'il y a moyen qu'ils viennent, qu'ils nous rejoignent. Ok, ça c'est un peu une culture aussi, bah, à la fois un peu française et brésilienne aussi, j'imagine, de travailler en famille. Bien sûr, bah, quand on peut faire profiter la famille, évidemment, moi, il faut que la famille soit compétente. C'est-à-dire que je vais pas me rajouter un poids à l'idée, c'est que la personne, justement, elle nous fasse évoluer également. Ce qui est le cas de ma sœur, qui nous a aidé vraiment à faire exploser la boîte. Et ce qui est le cas de mon petit frère, j'espère dans l'avenir. Pour l'instant, c'est plus un petit poids quand il vient, mais ça me fait plaisir de voir sa tête. Il y a combien de personnes depuis le début de l'aventure? Parce que c'est vrai qu'on parle que du positif, ça s'est très bien passé pour toi et bravo pour ça, parce que c'est pas anodin cette réussite et Obrigado, irmão, obrigado. j'ai hâte de voir la suite. T'as combien de personnes mais c'est marrant parce que dans ton discours, on sent quand même que tu veux pas faire n'importe quoi, que t'es exigeant sur les talents avec qui tu travailles, etc. Il y a combien de personnes que t'as pas gardées, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été marquantes sur ces sujets-là, où tu montres que t'as cette rigueur
cette ténacité, et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas collé à un moment donné. Bien Comment sûr. ça s'est matérialisé? Bien sûr, bien sûr. Bah, ça m'est arrivé, malheureusement, ça m'est arrivé de me séparer de certaines personnes, de certains influenceurs, de même certaines personnes de ma boîte. Ça m'arrive. Après, je préviens. C'est-à-dire que moi, dès le premier entretien, les entretiens, je les fais avec ma RH. Je dis tout le temps, moi, c'est vrai que je travaille au mérite. Ouais. C'est-à-dire que tant que ton travail est fait, je t'embêterai pas. Et peu importe le nombre d'heures que tu travailles. C'est-à-dire que si tu arrives à le faire en 1 heure ton travail ou si tu arrives à le faire en 30 heures, moi, ce qui m'importe vraiment, évidemment, c'est ton bien-être, mais c'est le résultat dans l'agence. Et en fait, c'est ce que je dis à tout le monde lorsque je les recrute. Je leur dis, écoute, moi, je travaille au mérite. Je suis pas là pour te dire le nombre d'heures que tu dois faire. Je suis pas là pour te dire si tu dois aller là-bas, si tu veux rentrer plus tôt, si tu veux faire tout ça. Non. On a un travail à faire. Il faut qu'on aille chercher du résultat ensemble. Et je pense que chaque personne peut impacter le business très positivement. C'est-à-dire que je ne mets pas une limite dans ta mission. Je te dis que ta mission, c'est celle-ci, il faut que tu la fasses. Mais si tu as d'autres idées qui nous permettent d'évoluer et que ces idées-là nous font évoluer, t'inquiète pas que tu seras remercié. Et c'est ce qui s'est passé avec énormément de gens dans la boîte qui ont évolué. Mais par contre, ça m'est arrivé également d'avoir des personnes qui n'ont pas du tout justement suivi cette éthique-là, et finalement j'ai été obligé de me séparer. Et c'est vrai que je suis intransigeant sur ça. À la fois je suis très compréhensif, à la fois je laisse les personnes justement avec pas mal d'autonomie, mais si je vois que c'est pas sérieux, je ne perds pas une seconde, je m'en sépare directement. Et l'expérience te montre que tu le vois en général tout de suite, ou tu as des personnes avec qui tu as travaillé pendant 2-3 ans et finalement ça l'a pas fait par la suite? Bah non, la majorité, je le vois assez rapidement, mais c'est vrai que des fois, au bout de 2-3 ans, on peut voir une certaine démotivation. Et donc, du coup, j'en discute. Je me remets aussi pas mal en question parce que c'est jamais une personne qui a 100% raison, une personne qui a 100% tort. Des fois, je vais peut-être avoir à 80% raison dans mon idée, mais peut-être à 20%, il faut que je me remette en question. Et en fait, même à chaque séparation, même si des fois, quand il y a une séparation, forcément, j'estime que j'ai raison à un haut pourcentage. Donc, même si j'ai raison à 90%, il y a tout le temps 10% où je lui dis, écoute, dis-moi mes vérités. Et derrière, la personne, elle me dit, ouais, écoute, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Elle part, donc elle se lâche. Mais derrière, moi, ça me permet de progresser. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est un échange. Mais je suis en bon terme avec toutes les personnes qui ont quitté Sony aujourd'hui. J'ai aucun problème avec personne dans le milieu. J'ai aucun problème avec personne, que ce soit des influenceurs, que ce soit des marques. T'as toujours été franc? Tout le temps franc, et même tout le temps dans la bienveillance. C'est-à-dire que moi, je m'y retrouve, je suis content dans ce que je fais aujourd'hui. Je gagne bien ma vie, je fais un travail que j'aime, j'ai la chance de pouvoir être dans 2 pays que j'aime également, d'être proche de ma famille. Donc, j'ai pas le temps de m'apporter des problèmes. Et même si certains problèmes que je pourrais m'apporter me pourraient faire gagner de l'argent, je me les évite parce que je suis déjà très satisfait là où je suis et je préfère avancer de manière éthique que commencer à m'embrouiller avec tout le monde. C'est quoi Là, on peut dire que le Brésil, l'ouverture du Brésil, j'imagine que c'est le gros chantier des 2, 3, 4 dernières années. T'en parlais, ça fait 3 ans que tu vas régulièrement au Brésil, etc. C'est quoi ton gros chantier d'ici à 2030? T'en as un en tête déjà? Évidemment, à planir, j'imagine tout ce qui est déjà mis en place, à savoir développer Paris. Tu vas au Brésil là aujourd'hui. Est-ce que tu vas te concentrer uniquement sur ces 2 pays? Est-ce que tu as déjà un 3e pays en tête? Comment tu vois les choses pour 2030? Moi, je vais me concentrer sur ces 2 pays-là et j'aimerais vraiment devenir le leader au Brésil dans les prochaines années dans le marketing digital. Okay. Donc ça, c'est vraiment l'idée que j'ai aujourd'hui. Donc il est probable que si on te revoit dans 3-4 ans, tu passes peut-être pas plus de temps, mais au moins autant de temps au Brésil qu'en France, voire même un peu plus. Ah oui, non, mais c'est déjà le cas. Là, je vais déjà faire 6 mois. Mais c'est fort probable. Ce qui est sûr, c'est que dans 4 ans maximum, dans l'activité dans laquelle j'aurais décidé de me lancer de manière bien spécifique dans le marketing, c'est sûr qu'on sera leader. Ça, je te le garantis, on se reverra. Dans 4 ans, tu seras leader. Aujourd'hui, tu es à quel... on disait 3 millions. Juste pour avoir une idée, que ce soit au Brésil ou en France, l'agence numéro 1. Je pense que l'agence numéro 1, ils doivent être à 20, autour de 20-30 millions d'euros. Ok, donc il y a quand même une petite marche à aller chercher. Bien sûr. Non, il y a du temps. Là, ça a été une phase de construction. Ces 5 premières années, je les vois comme une phase de construction. Mais je pense être qu'à 10%,
de ce que je peux faire. En fait, ces 10%, ça a été toute ma formation en accéléré ces 5 années en réalité. Ouais. J'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai pris un peu plus d'humilité parce qu'en fait, quand tu commences à gagner de l'argent à 22, 23 ans, en fait, des fois, tu prends vite la grosse tête, même si j'ai essayé de me contrôler, mais j'ai toujours été tout seul. C'est-à-dire que j'ai jamais une personne qui m'a dit non, faut pas faire ça, faut faire comme ça. En fait, faut avoir quand même une confiance, une surconfiance en soi pour être seul associé à 22, 23 ans, faire des millions d'euros de chiffre d'affaires et gérer tous les problèmes. Parce qu'on a forcément également quelques conflits, on a forcément quelque chose à gérer, etc. Et à chaque fois, moi, je suis le dernier décisionnaire et le seul. Donc, en fait, c'est tout ça où ces 5 années, j'ai énormément appris. J'ai appris pas mal l'humilité également parce que, en effet, j'avais une confiance qui était un peu grande en me disant, bah ouais, je suis patron d'agence, etc. tout. Et en fait, avec le temps, tu prends des claques, il y a de la concurrence et ensuite, tu prends un peu plus de modestie. Et là, maintenant qu'il y a toute cette expérience qui a été faite, maintenant, je sais que j'ai les armes et la capacité de pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus gros. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as fait sur depuis que tu as commencé à entreprendre? Je vais être totalement transparent. Pour moi, j'ai fait une erreur dans le business. Ça a été au tout début. Je crois même avant que Sunny soit monté au tout départ, il y a une marge que je n'avais pas respectée sur un influenceur. Et du coup, une marge que tu n'as pas respectée, c'est-à-dire qu'on se fixe 20% de marge, voilà, par exemple. On se fixe 20% de marge et j'avais pris 25. Et donc en fait, sur ça, c'est là où je l'ai regretté. J'étais au tout départ de mon agence et ensuite je me suis dit plus jamais je fais ça parce qu'en fait tu te rends compte que ça sert à rien, t'as beaucoup plus à perdre. Et tu veux dire qu'en gros tu avais vendu un contrat à 10 000 euros ou 100 000 euros. Exactement. Et que tu lui avais dit. Un contrat à 1 000 euros, c'est beaucoup plus bas que ça. C'était, on va dire, un contrat à 1 000 euros. D'accord. Et en gros, au lieu de prendre 200, on avait pris 250. Et ensuite, je me suis dit, bon voilà, plus jamais on fait quelque chose comme ça. C'est une erreur que j'ai faite au départ. Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu voulais gagner plus d'argent? T'estimais que t'avais passé plus de temps? Parce que oui, forcément, je voulais gagner plus d'argent. Il y a l'appât du gain. Mais parce que je connaissais pas encore. Je démarrais mes premières campagnes. Ok, bon, allez hop, on prend comme ça. Tiens, là, on va prendre 25, on va faire comme ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut une vraie structure, qu'il faut avancer. Si tu veux faire du long terme, t'es obligé d'être vraiment carré sur tout ce que tu fais. Donc ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite lorsque j'ai démarré, qui ne s'est plus jamais reproduit. Ok, intéressant. Ça reste, mais c'est bien en plus de l'assumer parce que je pense que c'est pas facile de dire toujours certaines vérités. Et souvent d'ailleurs quand on pose la question, les gens ont tendance à te donner j'ai besoin de poser 3-4 fois la réponse pour avoir une vraie erreur. Et ce qui est intéressant avec toi, je trouve, c'est que tu sais, souvent on dit que les entrepreneurs qui réussissent parce qu'ils vont straight to the point. Et toi, j'ai le sentiment, en tout cas, alors tu prends, je te taquine volontairement, tu prends forcément quelques pincettes quand tu parles de ton équipe et c'est bien normal parce que forcément il y a un aspect humain et il faut être intelligent dans ce qu'on dit. En plus, il y a des chances que le podcast soit écouté, etc. Donc c'est normal. Mais je trouve que tu as le mérite d'être assez franc sur tout ce que tu dis et d'aller straight to the point. On a le sentiment de voir et de sentir que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller. C'est peut-être ça aussi qui motive tes équipes, c'est que elles ont le sentiment de se dire que il y a un endroit il y a un objectif et on tend vers cet objectif. Et tu l'as nommé tout à l'heure. L'objectif, c'est d'être le numéro 1 à minima en France, peut-être même au Brésil et après ensuite ailleurs, dans d'autres pays, j'en sais rien. C'est clair. Il y aura d'autres projets par la suite. Là, je suis dans le marketing d'influence, mais maintenant que je commence à avoir une capacité d'investissement qui commence à être intéressante, justement, là, je vais avoir également d'autres objectifs qui vont surgir. Ça se valorise comment une boîte de marketing d'influence? Tu as une idée aujourd'hui ou pas de la boîte, combien elle vaut? Oui. Moi, ma boîte, aujourd'hui, je pense, à ce jour, elle doit valoir à peu près 3 millions d'euros, je pense. C'est le chiffre d'affaires annuel ou c'est parce que c'est le résultat multiplié par... C'est le résultat net multiplié par un certain coefficient. D'accord. Et après, il y a 5 années. Le fait qu'il y a 5 années, ça montre qu'il y a une certaine récurrence. Il y a les possibilités d'évolution derrière également. En fait, c'est une étude de tout le bilan qui se fait. Si toi, Eloy, aujourd'hui, tu pars de la structure, tu penses que ça n'impactera pas ou peu le business si c'est bien fait? Ça impactera un tout petit peu. Mais ça n'impactera pas parce que je vis déjà 6 mois de l'année au Brésil et mon agence, elle continue de tourner quand je suis au Brésil. Mais sur les partenariats, j'imagine que quand tu es au Brésil, tu as des influenceurs en France qui t'appellent. Moi, je pense surtout les marques, j'imagine que c'est bien que ça soit Eloy, mais les marques, elles ont une vision différente. Mais parce que tu travailles avec un service marketing, etc. Par contre, les influenceurs, est-ce qu'ils bossent avec toi parce que c'est Eloy? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ils bossent avec toi parce que c'est Sunny Management? Ça, c'est très pertinent. En fait, c'est justement ça la problématique.
elle se fait par rapport à ça. C'est-à-dire que les marques, elles n'ont pas forcément une émotion là-dessus, que ce soit moi ou quoi, parce qu'elles ne traitent pas avec moi aujourd'hui. La majorité traite directement avec nos chefs de projet. Et donc ça se passe très bien. Donc, elles n'ont pas forcément une attache avec moi. Par contre, les influenceurs, pas tous. La majorité ont des attaches avec leur talent manager, etc. Ouais. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir une présence parce que les personnes, les influenceurs, également, je pense qu'on se fait tous influencer finalement. Et les influenceurs, étant donné qu'ils sont dans un métier d'image, ils veulent également un patron d'agence qui soit quand même présent, qui ait quand même une certaine image, une certaine posture, de manière à ce qu'ils disent « Ah, ok, je suis dans telle agence ». Et la personne qui représente telle agence, c'est cette personne. Donc, t'as eu des réflexions par rapport au fait que tu partes au Brésil de la part de... Ouais, j'ai eu, en toute transparence, j'ai eu certaines réflexions de certains talents, d'autres pas du tout. Certains sont super contents et le voient comme une opportunité. D'autres me disent « Ah oui, mais t'es peut-être un peu moins présent, etc. » Et c'est à moi justement de prouver via le Brésil que va y avoir un vrai impact positif par la suite. Et j'ai déjà certaines idées en tête justement de manière à... Tu vois des synergies entre les deux pays ? J'en vois énormément, oui. Ah ouais, t'en as une que tu peux donner ? J'avoue que j'ai du mal à conceptualiser. J'ai une idée de projet justement. J'ai une idée de projet justement avec certaines marques, de justement pouvoir, et grâce à mon réseau que j'ai sur place et grâce au fait d'être sur place, de pouvoir justement organiser de beaux projets avec les marques lors du carnaval du Brésil et justement que certaines marques ramènent justement un groupe de talents au Brésil pour les faire défiler avec des activités incroyables, etc. Donc ça nous permettra d'avoir certaines activités intéressantes et l'avantage aussi c'est que même moi pour mes équipes en interne, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand une équipe voudra venir travailler au Brésil et sans poser de jour, elle va pouvoir justement venir, évidemment elle prendra son billet à sa charge, mais elle va pouvoir venir et se dire tiens je veux passer un mois au Brésil, hop tu passes un mois au Brésil, tu as déjà tes locaux sur place, donc etc. Plutôt en interne pour les équipes mais moins pour les influenceurs. Moi, j'ai imaginé sur les influenceurs, les marques, etc. C'est plus en interne pour les personnes qui... Sur la partie marque également, puisqu'on va pouvoir faire des projets, des connexions, etc. avec le Brésil et la France assez facilement. Comment tu fais l'acquisition aujourd'hui d'influenceurs ? On en parlait tout à l'heure, moi, pour mon business, de sujets de podcast, par exemple, ou d'autres tunnels d'acquisition. Toi, aujourd'hui, comment tu fais pour aller trouver des influenceurs ? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs leviers. Soit l'influenceur nous contacte directement, soit moi, je vais le contacter si je vois qu'il y a un intérêt. Et ensuite, par tout le réseau, aujourd'hui, on connaît quand même beaucoup de monde. Ça fait déjà 5 ans qu'on est dans le milieu. On a déjà travaillé avec énormément de talents. Donc, des fois, c'est juste une discussion en disant « Ah tiens, ça te dirait qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on voit comment on peut se connecter dans le business, etc. » Donc, c'est soit, il y a 3 leviers, c'est soit moi qui vais, soit eux qui viennent vers nous, ou soit une relation qui est déjà préexistante entre nos chefs de projet, nos talent managers et certains talents, ou moi-même avec certains talents. Donc finalement, les influenceurs, si je comprends bien, c'est pas forcément ce qui est le plus dur à obtenir, c'est peut-être les marques, ou pas tant. Alors, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a la partie influenceur, il y a la partie marque également. Des fois, certaines marques on va gagner un appel d'offres, elles vont nous confier leur budget et on va pas forcément prendre que les talents de notre agence parce que l'idée, c'est de répondre à leurs demandes. Et des fois, on va avoir pas mal, tout l'accompagnement de talents va nous permettre également de nous ramener de beaux projets. Donc, je pense que c'est un équilibre entre les deux. On parle d'influenceurs depuis tout à l'heure. On n'a pas parlé, alors que toi, tu l'as été à un moment donné, tu étais dans le milieu du sport, à haut niveau. Tu travailles aujourd'hui avec des sportifs de haut niveau pour l'influence ou Yes. On travaille avec Nadir Rifi, qui est un grand basketteur qui vient d'être champion d'Europe. Il joue au Paris Basketball. Et j'ai déjà travaillé avec certains sportifs, mais c'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est pas les marques aujourd'hui quand elles cherchent des talents, des influenceurs, elles veulent vraiment se concentrer sur des influenceurs qui viennent directement des réseaux sociaux. Donc ça dépendra des campagnes, mais c'est vrai que la méthode de fonctionnement n'est pas du tout la même entre les sportifs et les influenceurs. Le marché des sportifs en influence n'est pas en tout cas pour moi, n'est pas à ce jour aussi intéressant que le marketing d'influence des influenceurs qui proviennent même des réseaux sociaux. Intéressant, parce que pourtant il y a un boulevard sur les footballeurs, etc. Il y a moyen j'imagine, de faire des trucs... Exactement. Quand on parle vraiment de stars internationales, forcément, là, un footballeur ou quoi, une star internationale, là oui, forcément, c'est plus intéressant. Mais je dis surtout les sportifs qui vont avoir 50, 60, 80 000 abonnés. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui va émerger prochainement. Parce que sur tous ces footballeurs ou même, en général, à la télé, pour le coup, ils savent utiliser ces images de marque. On a vu je ne sais pas combien de fois Teddy Riner faire des publicités, Joe Wilfried Tsonga,
les footballeurs, quand tu parles de l'Euro, etc., tu les vois à toutes les sauces sur les Bien sûr, publicités. bien sûr. Donc à la télé, ils sont utilisés, mais peut-être pas encore sur les réseaux sociaux. Ou moins, en tout Si, cas. ils ont quand même pas mal de collabs sur les réseaux sociaux, mais ça va être leur gros partenariat qu'ils vont avoir avec les marques, etc. Et peut-être qu'ils ont peut-être moins besoin d'agences quand c'est Ils des en stars. ont également, il y en a quand même certains Si. qui ont des agents plutôt solo, etc. Mais si, il y en a certains qui vont se retrouver dans certaines agences. Mais en effet, il faudrait plutôt aller sur la star internationale, où là, il y a plus d'intérêt que plutôt sur le sportif qui émerge. Mais moi, justement, je pense qu'il y a un gros marché sur les sportifs qui émergent sur les réseaux sociaux, qui commencent à montrer leur lifestyle, etc., qui sont pas forcément connus à l'international, mais je pense que justement il y a un gros boulevard là-dessus et que ça va arriver de plus en plus. J'ai 2 questions pour terminer l'échange, parce que je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour sur tous ces sujets d'influence. Ouais. La première question, c'est: quelle est ta passion inavouable? Je peux te donner des exemples si tu veux, Dis-moi. sauf si t'en as une déjà en tête qui te vient. Non, je suis en train de réfléchir. Ma passion inavouable. Un truc que tu fais et que t'as jamais vraiment dit à personne. On est entre nous et... Alors, ma passion inavouable. Normalement, ça écoute, va moi s'éclairer dans les... j'en ai une qui vient à l'esprit. Moi, c'est vraiment ma passion inavouable. Ça va être vraiment la prière et la religion. Ok. La gratitude. Ça va être ça. Ça va être vraiment ça. C'est quelque chose qui vient en moi tous les jours et c'est ma plus grande passion avant tout. Pas forcément les écrits de la religion ou quoi, mais toute l'éthique qu'il y a derrière la religion, toutes les valeurs. En suivant une religion, quelle qu'elle soit, je pense qu'on devient un homme meilleur. Et ça, c'est vraiment ma passion tous les jours. C'est ce qui vit en moi, c'est la gratitude et la religion. Tu fais une prière tous les jours? Tous les jours et plusieurs fois par jour. Ah ouais? Ouais. Ok. Tous les jours. Intéressant. C'est la première fois qu'on me sort hyper intéressant. Donc, et du coup, t'as lu, j'imagine, Brésil, donc certainement catholique peut-être. Bien sûr, c'est ça. Du coup, t'as lu la Bible. En fait, c'est ça. T'es impliqué dans quelle mesure tu vas à l'église de manière régulière? C'est ça, en fait, j'essaie d'y aller de manière régulière, mais c'est surtout une question d'éthique. Plus on se rapproche de sa religion, plus on se rapproche d'une éthique, ou même si on médite, etc., en fait, on devient une meilleure personne, on se rend compte plus de nos erreurs, on progresse chaque jour. Tu sais, on a souvent tendance à dire on se décrit souvent comme une personne, on se dit, ah bah moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais en réalité, on se décrit souvent comme la personne qu'on aimerait être et qu'on pense être. Mais en fait, on est cette personne que quand ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est aligné. Et en fait, c'est ça. Moi, mon combat quotidien aujourd'hui, c'est justement que ce que je dise, que ce que je pense et que ce que je fais soit aligné. Et souvent, c'est sur ce qu'on fait que ça n'est pas aligné. Souvent, on se dit, ouais, moi, je suis comme ça. Oh, non, mais moi, je suis un mec comme ça. Non, mais t'inquiète, moi, je suis un mec sérieux. Ouais, peut-être dans tes pensées, t'es comme ça, mais dans tes actes, tu l'es pas. Et en fait, dans toute ta manière de méditer, dans la religion, dans tout ça, si tu te rapproches de ça, si tu as de la gratitude, si tu pries ou bien si juste tu médites, tu te rapprocheras de plus en plus de ce point-là. Et l'objectif de tout le monde, c'est de se rapprocher de la personne qu'elle décrit. Parce qu'en fait, il y en a plein toute leur vie qui se décriront comme ça et au final, qui seront ici. Et donc, l'idée, c'est justement d'arriver à ce point-là. Et moi, c'est mon combat quotidien. Je pense que j'en suis pas loin, mais ce serait mentir dire que je suis déjà là. T'as quand même et c'est peut-être lié à ça aussi, j'ai le sentiment quand je te parle, tu vois, t'as un mental d'acier. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je pense que j'ai un bon mental. Ça se voit que t'as un bon mental. Mais il y a des trucs que je lâche. Tu vois, par exemple, je sais qu'il faudrait que je fasse plus gaffe à ce que je bouffe, qu'il faudrait que je me couche de manière plus régulière à certaines heures, etc. Et j'ai tendance, moi je suis plutôt sur la partie cyclique. Tu vois, je vais faire attention à un moment donné, puis un peu moins, etc. D'ailleurs, l'immobilier, du coup, me correspond bien, parce que souvent, c'est des cycles aussi. Tu travailles à un moment donné, puis après, t'as les résultats qui tombent, parce que c'est... Voilà. Et toi, j'ai l'impression que t'arrives à jamais lâcher, quoi. Il y a jamais eu un moment où t'as été un peu trop gros, il y a jamais eu un moment... T'as été champion de France, bon, t'as galéré pendant quelques années, mais finalement, que tu disais, t'es arrivé 2e, 3e, peut-être 4e, mais finalement, tu restais quand même dans les meilleurs en France. Ensuite, t'as été Mister France. Là, tu montes une structure, tu te développes en France et au Brésil. T'as quand même un mental où tu lâches jamais rien. Et tu penses, est-ce que tu crois pas que justement c'est lié aussi peut-être à cette religion qui te guide et que t'arrives à te maintenir, parce que c'est quand même très dur d'avoir
toujours cette régularité et cette rigueur. C'est le plus dur. Aujourd'hui, t'as quand même 27 ans. Je pense que jusqu'à 20, 22 ans, t'arrives à maintenir les choses. Et puis, tu sais, souvent, t'as tendance à un peu décroître après derrière. J'ai l'impression que t'arrives à... Tu vois, comme les joueurs de foot, par exemple, quand ils arrivent à 30, 35 ans, ils arrêtent leur carrière, puis ils prennent un peu de bide, etc. Toi, t'es toujours... Je t'ai pas vu torse nu, mais t'as l'air d'être... Enfin, toujours nickel physiquement. Oui, costaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Parce que c'est une chose de réussir dans le business, c'en est une autre d'être toujours impeccable sur tous les autres sujets. Totalement. Tu vois, à chaque fois que je te vois, t'es toujours... tout est repassé, tout est nickel. C'est dur d'avoir cette rigueur et cette régularité. C'est facile à voir et facile à dire. C'est beaucoup, beaucoup plus dur de l'avoir derrière. Est-ce que tu crois que c'est lié, ces deux choses-là, ou c'est autre chose et t'as un mental comme ça? Tu sais, en fait, je pense qu'on se trompe dans notre vision. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur pour une personne qui est mal à l'aise dans son corps que, en fait, faut comparer l'effort au résultat. Il y a quelqu'un qui m'avait dit grossièrement ça, donc ça va être un peu grossier, mais c'est plus dur d'être gros que d'être musclé. Moi, ce que je pense, c'est plus dur d'être gros que d'être musclé. Quand les gens ils me disent ça, bah non, c'est beaucoup plus dur d'être musclé parce que tu dois t'entraîner, tu dois faire du sport, etc. Ouais, mais non. La personne, comment elle se sent mentalement quand elle est pas à l'aise dans son corps, c'est beaucoup plus dur que l'effort physique que je fais pour me sentir bien dans ma peau. Et en fait, c'est ça qu'il faut comparer. C'est que moi, je me dis, j'ai pas envie d'arriver dans un stade où je me sens mal. Je préfère me sentir mal pendant que je fais ma séance de sport que me sentir mal parce que je suis pas à l'aise dans mon corps. Parce que je sais que cette douleur, elle est beaucoup plus dure que la mienne dans ma séance de sport. Et en fait, c'est ça que je compare tous les jours. C'est que je sais que certaines personnes, en réalité, souffrent beaucoup plus que moi, que ma rigueur que j'ai, que mes entraînements que j'ai quotidiennement. Elles souffrent beaucoup plus que moi parce que justement, elles ne sont pas à l'aise par rapport aux résultats. Et en fait, je me dis que cette douleur que tu sens quand tu n'as pas ton résultat, elle est beaucoup plus dure que le travail que tu fournis pour l'atteindre. Mais toi, alors ça, je suis très intéressant et pleinement d'accord, mais tu l'as jamais, parce que c'est ça qui est le plus dur. C'est en effet d'avoir cette vision. Mais à un moment donné, tu as ce confort aussi. Tu fais ton sport, puis tu arrives à un plateau où tu vas arriver au Brésil, tu vas avoir le décalage horaire, tu vas être fatigué, 2-3 jours d'affilée, tu vas louper, ou 1 ou 2 jours, tu vas louper ta séance de sport. Tu vas aller sur un bar, siroter 2-3 cocktails, et puis un soir, tu loupes ta séance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et toi, t'arrives à... Enfin, ça fait depuis que t'as, j'imagine, 10-12 ans, tu te manges 1 à 2 séances de sport tous les jours. Tu fais gaffe aussi, j'imagine, à ce que tu bouffes. Même pas forcément, je fais quand même un peu attention, mais ça va. Vraiment, je m'entraîne tous les jours, c'est surtout ça. Et même quand je vais faire une soirée, en fait, même le lendemain, si j'ai fait une séance de 10-15 minutes, je vais quand même la faire. Et même si je suis mort, je vais quand même faire ma séance de 10-15 minutes au lieu que ce soit une séance de 30 minutes, 1 heure. Parce qu'en plus, ce qu'on dit pas, c'est que t'es quand même un bon vivant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est je suis un bon vivant. T'es pas... non, on en parlait, je pense qu'il n'y a pas de secret des dieux, t'aimes bien faire la fête, bien sûr, sors, etc. Bien sûr. Bon, je sors de moins en moins, j'essaie de faire de plus en plus attention. Okay. Mais oui, non, j'aime bien sortir avec mes amis, j'ai 27 ans. Forcément, j'ai les moyens de pouvoir profiter également. Donc oui, je vis, je me fais des bons restaurants, etc. Je mange bien, franchement, je rigole bien avec mes amis, etc. Donc non, je suis pas forcément dans une structure totale. Je fais attention à mon alimentation, etc. Non, je vis, mais par contre, je prends soin de moi quand même tous les jours. Ouais, t'as une sorte de... Une discipline. J'ai une rigueur militaire dans tout ce que tu fais au quotidien. Exactement. Si je viens chez toi, ton lit, il est au carré? Ouais. J'imagine. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé et qui te semble important? Je sais pas si t'es habitué à faire régulièrement des podcasts, mais un sujet que t'aurais bien aimé qu'on traite. Pour moi, le sujet le plus important, c'est la question du bonheur dans tout ça. Ok. Eh ben, vas-y. Alors, quelle serait la question? Comment tu la matérialiserais? Comment tu vas tendre vers ce bonheur? Ce serait quoi la question qui... En fait, c'est une question que je dois poser. L'objectif de cette question, c'est que tu te poses une question et que tu puisses y répondre toi-même sur la fin du podcast. Ok. Et si tu veux, on peut même y répondre tous les deux, comme ça pour le challenge, c'est sympa. Allez. Moi, je dirais que réussir sans être heureux, c'est échouer. Et j'en ai parlé récemment sur un post. Réussir sans être heureux, c'est échouer. Vous avez 4 heures.
Ouais, exactement. Réussir sans être heureux, c'est échouer. C'est vraiment ce que je pense. Je pense que la réussite ne sert à rien si on n'est pas heureux. Ouais, Donc, je suis évidemment d'accord. Mais alors, comment on pourrait matérialiser la question? Est-ce que la priorité, c'est la réussite ou est-ce que c'est d'être heureux? Exactement. C'est peut-être ça la question. La C'est quoi ta question, réponse? c'est ça. Est-ce que ta priorité, c'est la réussite ou est-ce que tu as un peu répondu en disant qu'il faut être heureux Enfin, ça sert à rien de réussir sans être heureux, mais est-ce que aujourd'hui, tu privilégies ta réussite ou le fait d'être heureux quand tu dois faire un choix? Je privilégie toujours le fait d'être heureux. Toujours. T'as eu un dilemme là il y a pas longtemps ou J'en ai tous les jours des dilemmes. Tous les jours, j'en ai des dilemmes. En fait, moi, depuis le départ, souvent les gens se disent ah ouais, le jour où j'atteindrai tel objectif, je serai heureux. C'est faux. Si t'es pas heureux maintenant, même quand tu atteindras tel objectif, tu seras pas heureux. En fait, le bonheur, il faut qu'il soit déjà en toi. C'est-à-dire que moi, c'est un choix. C'est-à-dire que tout comme toi, regarde, toi, t'es quelqu'un de gentil, t'es quelqu'un de généreux, t'es quelqu'un de sympa, t'es quelqu'un de drôle. C'est la vérité. T'es quelqu'un de très accueillant. Peu importe, il a dû t'arriver des tonnes de galères dans ta vie, des tonnes de personnes qui t'ont fait des coups horribles, etc. Des tonnes de souffrances personnelles dont on connaît même pas. Et pourtant, t'es tout le temps un mec gentil, t'es tout le temps un mec drôle, t'es tout le temps un mec accueillant. Bah moi, c'est cette vision que j'ai. Moi, en fait, j'ai décidé d'être heureux. J'en ai pas fait une conséquence. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un d'heureux. Peu importe ce qui se passera dans ma vie, je serai heureux. Et pourtant, j'ai des moments très difficiles. J'ai perdu des proches, comme tout le monde. J'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments où je me suis senti vraiment un petit peu humilié, etc. Mais, et alors, tu restes gentil, tu restes accueillant. Bah moi, je reste heureux. C'est une bonne conclusion, j'ai même pas envie de rajouter de choses là-dessus. Non, c'est intéressant. C'est marrant de voir, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs Eloy et des fois quand on te fait parler sur un sujet, t'as une presque possédé et c'est marrant de voir dans quelle mesure ça t'implique. On sent que ça te touche, tu vois, ces deux sujets qu'on a traités à la fin, le fait d'être heureux et la religion, on sent que c'est des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur. Les plus importants. Et il y en a un troisième que je rajouterais, je l'ai vu tout à l'heure, c'est quand je t'ai posé la question aussi sur ta famille. Ah oui. Tu vois, quand on a parlé de ta maman et tout, j'ai senti que c'est la base. Que là il y avait un vrai truc. Ça c'est la base. Et d'ailleurs, c'est peut-être parmi les piliers qui dirigent ta vie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui t'as peut-être enchaîné les succès, c'est parce que finalement t'es resté sur ces trois piliers et que t'arrives à t'y tenir. Et merci pour la petite leçon de tout à l'heure parce que je la trouve très intéressante de se dire mais en fait c'est dur de faire du sport, c'est dur de faire attention à ce qu'on mange, mais c'est 1000 fois plus dur de ne pas faire gaffe et de se sentir mal à l'aise constamment alors que finalement faire attention c'est comparer le résultat à l'effort. Le résultat de ne pas se sentir bien est plus dur que l'effort d'aller à la salle de sport. Donc je préfère prendre la facilité. En réalité, je prends la facilité et je vais au sport. Ouais, c'est bien de le voir comme ça. Merci. Merci cool à toi. Avec toi. C'était génial. Merci de m'avoir accueilli ici. Et je vais te faire une confidence. C'est le premier podcast que je fais de toute ma vie. J'ai toujours tout refusé. Et j'avais envie de me lancer pour une première. Et ça me fait plaisir de le faire avec un ami. C'est vrai. Bah écoute, ça me touche beaucoup. Ça fait plaisir que tu me dises ça. Et alors, tu l'as senti comment? Bah, j'ai adoré. Ça s'est très bien passé. Ça fait plaisir de le faire avec toi. Tu poses des bonnes questions. C'est intéressant d'échanger. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et tu verras, il y aura un post-podcast normalement. Ce soir ou demain, il y a des choses dont tu auras parlé. Et c'est presque une sorte de méditation, une introspection personnelle. Génial. Et si on a bien fait le boulot, normalement, peut-être que tu me renverras un message et tu me diras putain, j'ai pensé à ça et tout. Magnifique. Ou tu vas y penser. Donc, magnifique. Bon, de toute façon, on se reverra. On se refera un podcast d'ici 1 an. Eh bah écoute, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si t'as des personnes à me recommander, 1, 2, 3 copains, copines, peu importe, qui pourraient être intéressants pour le podcast. Il y a du monde. Okay. Trop cool. Merci Eloy. Merci Amaury. Salut. Bon, c'était cool. Trop cool. C'était bien, franchement, ça fait du bien. En plus, j'ai senti qu'au fur et à mesure